Oh, qu'il est beau le zéro. Oui, ça c'est clair. Vous n'allez pas me voir tout à l'heure, heureusement. Rejoindre. Okay. Bon. Alors, déjà, en guise d'introduction, est-ce que vous voulez que je refasse un point sur ce qu'est Terra rapidement? Tout le monde connaît Terra ou... Non. D'accord. Alors, Terra, c'est un projet d'expérimentation qui a démarré en 2014, dont le but est de relocaliser 85% de la production vitale aux habitants d'une commune en train de mourir sur le plan économique et démographique. Abaisser l'empreinte écologique des habitants de ce territoire de Monde une planète, valoriser cette production en monnaie citoyenne locale pour irriguer le territoire de vie de la force économique qu'on va créer. Et cette monnaie sera émise sous la forme d'un revenu de base inconditionnel, d'1 € supérieur au seuil de pauvreté pour tous les habitants de ce territoire, de la naissance à la mort, versé à 85% en monnaie citoyenne locale. L'objectif de cette expérimentation, c'est de démontrer qu'un revenu de base en monnaie citoyenne locale est un facteur de développement territorial et de cohésion sociale. Et pour ce faire, en fait, on se fait suivre par un conseil scientifique qu'on a créé il y a maintenant 2 ans, presque 3, dans lequel il y a plusieurs chercheurs qui nous aident en fait à élaborer à la fois cette expérimentation, à la conceptualiser, à la formaliser, et qui nous aident aussi à résoudre les problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien, parce qu'on rencontre beaucoup de problématiques nouvelles dans ce projet. Et donc, grâce aux chercheurs, on fait un va-et-vient entre eux et nous, de telle façon à ne pas s'illusionner. Et ce conseil scientifique a été donc créé sous l'initiative de Terra et piloté par le laboratoire ETEMIS. En particulier, on s'inspire des concepts de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et donc, on travaille avec eux essentiellement aujourd'hui sur deux fonctions. Il y en aura d'autres, bien sûr, mais d'abord ces deux-là, qui sont la fonction s'alimenter, qu'on considère comme étant la base de tout système coopératif, donc exactement ce que disait Patrick tout à l'heure. Et puis la fonction habiter, qui n'est pas seulement habiter dans une maison, mais aussi comment on agence des maisons les unes avec les autres et comment on fait vivre des gens à un endroit sans qu'ils aient envie de le quitter, mais plutôt qu'ils aient envie d'y rester. Voilà. Est-ce que déjà par rapport à ça, alors bien sûr, le conseil scientifique a aussi une vocation, c'est de valider d'ici à 3 à 5 ans, ça va dépendre de la durée de l'expérimentation, si oui ou non une base en monnaie citoyenne locale est un facteur de développement territorial. Et comment on va s'y prendre? C'est tout simplement qu'on est allé s'installer dans une commune en train de mourir sur le plan économique et démographique. Elle est classée dans ce qu'on appelle en France les zones de revitalisation rurale. Donc il y en a un tiers des communes aujourd'hui en France sont classées en zone de revitalisation rurale. Et bien entendu, si au bout d'un certain temps, cette commune sort de cette classification, ça voudra donc dire que le modèle est un modèle de développement territorial. Et si les gens ont envie d'y rester et que la population s'accroît et elle rajeunit, contrairement à ce qui se passe dans ces communes, ça voudra dire que c'est aussi un projet de cohésion sociale. Voilà. Alors, on va y voir tout à l'heure, mais en gros, ça se trouve, pour l'instant, l'expérimentation se trouve dans le sud-ouest, entre Cahors et Villeneuve-sur-Lot. Et elle est partie sur une commune, mais vous verrez maintenant, on est passé d'un éco-village à un écosystème, dans le sens où on est maintenant sur 3 communes. Et on va même d'ailleurs changer le baseline du projet, qui était au départ un éco-village pour le XXIe siècle. Ça va devenir maintenant un écosystème pour le XXIe siècle. Parce qu'on a bien compris qu'à l'intérieur d'un village, ce ne serait pas possible de réaliser le projet tel qu'on l'avait imaginé. Donc, on est passé à la notion d'écosystème. Mais pour nous, par contre, compris comme quelque chose de très enraciné, puisque cet écosystème coopératif, il doit vraiment assurer aux habitants de ce territoire de quoi se loger, se nourrir, se vêtir, s'informer, être en bonne santé, se déplacer de façon douce et s'informer dans le sens très large du terme, c'est-à-dire de l'éducation, en passant par les formations professionnelles, mais aussi la culture et tout ce qui va autour de la mise en forme de l'information. Voilà. Ça va, ça vous paraît clair? Top. Alors, donc je vais vous présenter le projet.
Donc d'abord, ce projet, c'est un projet qui s'inspire beaucoup aussi alors bien sûr, de l'expérience que moi j'ai vécue avec les monnaies citoyennes locales, en particulier dans le mouvement Sol, sous l'inspiration de Patrick, et aussi de tout le travail qu'on a fait avec nos amis quand on a créé le mouvement français pour avoir une base. Et donc, ça s'inspire aussi des travaux tout autour du Rune Base. Et puis, la troisième inspiration, c'est aussi les projets dits à émergence, et en particulier tous les travaux d'Edgar Morin sur l'idée d'émergence. Et donc, il n'y a pas forcément dans ce projet une vision très claire de l'endroit où on va aboutir, comment ça va se former. Par contre, on a des grands principes qu'on suit et qu'on essaie de vérifier. À chaque fois qu'on fait un pas de plus et qu'on construit, on essaie de vérifier si ces principes sont toujours là. Donc, le premier principe, c'est les communs sont aux générations futures. Donc, comment on fait pour augmenter ou au minimum préserver les communs pour les générations futures. Commun étant pris dans le sens de ce qu'on décide qui est commun entre les habitants d'une commune. Donc là, on s'inspire directement des droits de l'homme de 1789, en particulier. Les hommes naissent libres et égaux en droit, celle-là on la connaît, mais la seconde, les distinctions sociales sont fondées sur l'utilité commune. Donc, pour décider c'est quoi la distinction sociale, donc la monnaie, qui est une distinction sociale, il faut savoir ce qu'est l'utilité commune. Et pour décider ce qu'est l'utilité commune, il faut se mettre d'accord sur ce qui est commun. Et pour se mettre d'accord sur ce qui est commun, il faut recréer une volonté générale. Et donc, chez nous, à Terra, ce qui est commun, c'est ce que la volonté générale des habitants du lieu ont décidé que c'était commun. Et à partir du moment où on a décidé que c'était commun, eh bien derrière, on va redéfinir c'est quoi les activités d'utilité commune. Et c'est ces activités d'utilité commune qui feront partie des distinctions sociales qu'on mettra en place sur le projet. Le deuxième élément, c'est l'économie au service de la vie. Alors là, on est complètement dans l'inspiration de Patrick sur la notion de richesse. Donc, pour nous, l'économie, dans le sens de oikos, règle de la maisonnée, objet aussi de la gestion de ce qui est rare, c'est vraiment de remettre au service de la vie toute la chaîne de production, en commençant par ce que les gens veulent vraiment. Et pour ça, on va vraiment orienter la production de tout l'appareil de production vers des services au service de la vie. Et bien entendu, ce sera les citoyens qui co-construiront ces services avec toutes les parties prenantes du territoire, c'est-à-dire les entreprises, mais pas que, les collectivités territoriales, les associations, les habitants, un groupe de recherche à travers le conseil scientifique et les partenaires financiers qui feront partie complètement du pilotage de l'écosystème. Et pour vérifier que l'économie est au service de la vie, on s'inspire directement des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, auxquels on va se référer pendant toute la durée du projet, puisque vous le verrez tout à l'heure, notre outil de paiement est un outil de paiement électronique, et on est en train de travailler, financé par l'ADEME, sur un outil qui va nous permettre d'évaluer l'impact des transactions de notre monnaie électronique sur les 17 objectifs des Nations Unies. Donc, l'idée étant d'avoir une cartographie en temps réel de l'impact qu'auront ces transactions sur ces 17 objectifs de développement durable. Pourquoi on a choisi ça? Tout simplement parce que toutes les communes, les départements, les régions, les États, les ONG, les grandes organisations vont toutes, dans les années à venir, se mesurer avec les ODD. Et nous, notre objectif, alors je sais bien que ça fait débat, la question pour nous n'est pas si oui ou non c'est bien ou pas, la question c'est est-ce que tout le monde va se mesurer à ça ou pas. Et comme nous, on veut être une force de proposition et on veut modéliser ce qu'on fait pour l'opposer au système en place, eh bien on va se mesurer exactement avec la façon dont il se mesure, en partie parce que ce ne sera pas seulement ça, il y aura aussi des évaluations, mais il faut que notre prise économique, financière, se branche sur la prise de l'économie telle qu'elle est aujourd'hui. Et ensuite, avec cette électricité qu'on va tirer de cette prise, on fera ce qu'on veut. Mais la prise, elle doit vraiment être connectable sur ce système tel qu'il est, de telle façon à pouvoir le transformer, le métamorphoser. Parce qu'on est dans une logique de métamorphose. Alors justement, comme la vie, elle aussi, alors justement, c'est rigolo parce que nous, sur les 15, il y en a 17 qu'on impacte positivement quand même. Enfin, sur les 17, il y en a 15 qu'on impacte positivement. Et on va essayer quand même de faire en sorte que ça reste cohérent. Et justement, on va se faire aider par un groupe de chercheurs pour justement travailler là-dessus parce qu'effectivement, il est possible de consolider, à part le 8e, avec lequel nous, on est fortement en désaccord, mais on réinterprète, c'est la croissance, puisque nous, bien entendu, on n'est pas forcément pour une croissance, on est plutôt pour du développement, c'est-à-dire que la croissance et la décroissance de certains endroits doivent être étudiées. Hein, quand
quand des enfants font 11 kilomètres pour aller chercher de l'eau dans certains pays, il faut faire croître la production d'eau potable. Et par contre, quand une personne dépense 500 litres pour nettoyer sa bagnole, il faut là que ça décroisse. Donc l'idée, c'est de réconcilier cette notion de croissance et de décroissance dans un terme plus large qu'est le développement et faire en sorte qu'à la fin, on augmente les services et qu'on diminue le volume des biens. Et ça, on en reparlera avec l'économie, la fonctionnalité et la coopération. Le troisième élément, c'est que chacun a droit à un revenu de base. Pour nous, ce n'est pas possible de monter un écosystème coopératif si chacun n'a pas droit à un revenu de base. Alors pour nous, un revenu de base, c'est quelque chose qui existe et qui est distribué à chacun, indépendamment du fait qu'il produise un bien et des services à monnaie sur un marché. Pour nous, il ne peut pas être en dessous du seuil de pauvreté. Ce qui ne veut pas dire qu'il sera juste calé sur 1 euro de plus que le seuil de pauvreté, mais il sera au minimum d'1 euro de plus que le seuil de pauvreté. Pourquoi? Parce que c'est le moyen très simple de sortir des statistiques de la pauvreté et de montrer que dans cet écosystème-là, sur ce territoire, il n'y a plus de pauvres. Et donc, l'idée, c'est bien sûr de le verser à 85% en monnaie citoyenne locale pour que ce revenu, finalement, alors j'aime beaucoup cette rivière de noisettes, soit des noisettes locales et qui irriguent le territoire de vie dans lequel on se trouve. Elle est fondante, elle est en abeille. C'est ça la vraie révolution. Le quatrième principe, c'est les monnaies valorisent ce qui compte pour nous. Alors là aussi, on est complètement dans l'inspiration de Patrick, hein. C'est-à-dire cette idée de dire que la monnaie ne peut pas être autre chose qu'une unité de compte. Et ce qu'elle doit compter, c'est d'abord ce qui a la valeur pour nous, et valeur pris dans le sens de force de vie, que je dis, mon Dieu, au moins 25 fois par jour, Patrick. Et ça commence à rentrer doucement dans le territoire. Ça commence doucement à rentrer dans le territoire, même avec les élus avec lesquels on travaille. Donc, par contre, cette monnaie, pour nous, c'est une monnaie citoyenne locale. Pour nous, c'est très important ce terme de citoyen, en ce sens que ce n'est pas une monnaie locale. Hein, elle ne tourne pas que sur un territoire. L'objectif, c'est qu'elle puisse s'échanger avec n'importe quelle autre monnaie qui compte ce que c'est la valeur pour nous et de passer d'un territoire géographique à un territoire de valeur. Et donc, dans le logiciel qu'on a choisi, le logiciel Cyclos, pour l'instant, on voulait partir avec un autre logiciel, et malheureusement, ce n'était pas possible pour des raisons de développement. Donc, on est parti sur un modèle qui fonctionne aujourd'hui, qu'on a choisi parce qu'effectivement, il est robuste. Et même s'il ne répond pas à tous nos critères, il est suffisamment robuste pour qu'on travaille avec eux. Donc, c'est le logiciel Cyclos. Et donc, on est en train de voir avec Eric de Belair comment connecter sur ce logiciel, mais pas seulement sur celui-là, un autre outil qu'on va être en train de développer avec le conseil scientifique, qui sera un outil qui va nous permettre d'évaluer en temps réel l'impact de ces transactions sur les 17 objectifs de développement durable, sachant que ces 17 objectifs de développement durable pour nous seront relocalisés en quelque sorte grâce au travail d'un comité territorial de dialogue qui comprend toutes les parties prenantes du territoire. Là-dedans, on va avoir donc les collectivités locales sur lesquelles on est implanté, la communauté de communes, le département du Lot-et-Garonne, la région Nouvelle-Aquitaine, l'Europe avec l'ADEME, la France avec l'ADEME et l'Europe, puisqu'on est en train de travailler avec la Fondation Zorin pour une connexion avec les fonds européens de désenclavement des zones rurales, de telle façon à associer toutes les parties prenantes, et l'ONU, bien sûr, de façon à ce que toutes les parties prenantes puissent travailler à la relocalisation de ces 17 ODD. Et enfin, le dernier point, chacun est libre de choisir son activité. Donc là, l'idée, c'est que dans l'écosystème coopératif, on supprime le lien de subordination entre nous. C'est-à-dire qu'on travaille sur d'autres modes de relation que le lien de subordination. Et là, on rentre plutôt dans des formes d'organisation qui sont inspirées du travail de Frédéric Laloux, peut-être que vous le connaissez pour certains, Reinventing the Organisation. Donc là, on rentre dans cette idée qu'on n'a pas besoin de mettre en place des liens de subordination entre nous. Et donc, on substitue à ces liens de subordination des liens de coopération, c'est-à-dire prendre en compte les enjeux de tous les paramètres du projet. Et là, on s'inspire beaucoup du travail de Christian Dutertre et de l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Mais aussi, on réintroduit dans les paramètres de choix de ces activités ce qu'on appelle la réflexivité, c'est-à-dire que les gens puissent choisir une activité qui est bonne pour elles parce qu'ils la font, et pas seulement parce que derrière, il y a un revenu. Donc, il y a vraiment cette notion de réflexivité qui, pour nous, est fondamentale. Et le troisième élément, c'est le fait que ces activités aient des externalités positives, à la fois
sur les personnes, les organisations et la société civile et la nature, et réduisent les externalités négatives à la fois sur les personnes, les organisations, la société civile et la nature. Voilà, et donc ces 5 principes nous guident dans le projet depuis maintenant presque 6 ans, puisqu'on a démarré en 2014. Et progressivement, des choses émergent de ça, et on les travaille, on les formalise. Certains meurent, d'autres se développent. Et c'est pour ça que pour nous, c'était très important dès le départ de travailler avec toutes les parties prenantes du territoire. Et dans ce projet, on y retrouve donc, comme je vous l'ai dit, les entreprises, les associations, les collectivités locales, les habitants, les partenaires financiers et un groupe de chercheurs. Alors, un autre élément qui a conditionné… Pardon ? Alors, on a pris le seuil de pauvreté historique, celui à 50%, parce que… oui, c'est ça. Voilà, voilà. Pourquoi on a gardé celui-là? Parce que celui-là rend beaucoup plus homogène, en fait, les personnes qui se trouvent dans ce groupe. Les personnes qui sont à 50% du salaire médian, c'est vraiment des personnes qui vivent chichement, on va dire. Alors, on est passé à 60% il n'y a pas longtemps. Maintenant, nous, on a gardé pour l'instant 50% du salaire médian. Donc, aujourd'hui, il est de 896 €. Enfin, il est de 895 et nous, on donne 1 € de plus, donc il va passer à 896 à partir de 2020. Alors, un autre élément qui a conditionné cette expérimentation, c'est le fait que nous, on pense qu'un écosystème coopératif ne peut se développer que si on maîtrise les 5 éléments qui le constituent. Donc, on doit maîtriser la production, parce que si on ne maîtrise pas la production, rien n'est possible. Et cette production, elle doit être conditionnée, bien entendu, aux besoins des habitants du territoire. Et donc, on doit prioriser la production pour qu'elle serve d'abord les habitants du territoire. Mais si on a la production, mais qu'on n'a pas les réseaux de distribution, eh bien, il y a une grosse partie de la valeur ajoutée qui va quitter le territoire. Vous savez qu'aujourd'hui, 85% des productions sont distribuées par des multinationales. Et donc, il y a un prélèvement énorme de la valeur par le réseau de distribution. Donc, il nous faut aussi maîtriser le réseau de distribution. Mais même si on maîtrise la production et le réseau de distribution, malheureusement, il nous faut aussi maîtriser les moyens d'échange. Parce que si on a la production, les réseaux de distribution, mais que la monnaie qu'on utilise, elle capte la valeur qui a été produite par les producteurs locaux, finalement, on ne peut pas avancer. D'autant plus que ces moyens d'échange doivent compter et valoriser ce qui compte pour nous. Et donc, on sait très bien qu'aujourd'hui, l'euro, malheureusement, compte tout et n'importe quoi de façon égale. Donc, il nous faut aussi maîtriser les moyens d'échange. Il nous faut aussi maîtriser et donc valoriser les revenus, c'est-à-dire déterminer c'est quoi qu'on va valoriser en monnaie et comment. Et pour ça, pour nous, ce qui est très important, c'est déconnecter les revenus d'activité des revenus d'existence. C'est-à-dire que si on a une économie qui fonctionne, on distribue beaucoup de revenus. Et quand l'économie diminue, finalement, l'économie baisse. Et là, pour le coup, les gens ne peuvent plus vivre. Donc, il faut commencer par créer une sorte de revenu de base qui va stabiliser la demande solvable indépendamment du fonctionnement de l'économie. Et ce revenu de base, une fois qu'il sera implanté, par-dessus, on pourra construire des revenus d'activité variables en fonction de ma participation au système de production. Et c'est pour ça qu'il nous faut impérativement aussi maîtriser ces revenus pour que dans notre écosystème coopératif, les revenus de base qui permettent l'accès aux besoins de base soient garantis par les producteurs locaux. Et pourquoi on veut aussi que ce revenu de base soit contre-garanti par une production locale en monnaie citoyenne locale? Parce qu'il ne suffit pas de verser un revenu de base en euros produit par des multinationales qui sont à 25 000 km de chez nous et qui détruisent la planète. Il faut que ce revenu de base, en fait, il soit contre-garanti par une production locale de telle façon à ce que le territoire garantit par lui-même ce revenu d'autonomie. Et donc, il faut relocaliser la production de tout ce qui constitue ce revenu de base. Et pour nous, c'est donc l'alimentation saine, l'habitation, l'énergie, l'eau, la mobilité en partage et tout ce qui touche à l'information dans son sens pris très large, qui va de l'éducation en passant par l'information, la sensibilisation, la formation professionnelle, la culture et les arts. Et enfin, dernier élément, il va nous falloir maîtriser aussi la gouvernance, puisque si on a la production, qu'on a la distribution, qu'on a les moyens d'échange, qu'on a les revenus, et qu'on a des lois qui rendent difficile le développement de cet écosystème coopératif, eh bien évidemment, on va se retrouver très embêté. Et donc, il nous faut aussi maîtriser la gouvernance. Et cette gouvernance, comment on la maîtrise dans le projet?
eh bien, en associant toutes les parties prenantes du territoire de vie dans lequel on développe cette expérimentation, dans une société coopérative d'intérêt collectif qui va représenter toutes les parties prenantes du territoire. Et ensemble, on va modéliser, on va ajuster, on va gouverner pour qu'effectivement, on garantisse à ses habitants de quoi choisir leur activité. Alors, au niveau plus concret, donc, on s'est depuis le départ plongé dans les réseaux sociaux, même si on ne partage pas forcément toutes les valeurs des réseaux sociaux. Si on va aller au contact des chenilles, il faut bien être en contact avec les chenilles, sinon on se trouve qu'entre papillons, il a toujours raison. Donc, du coup, ben, nous, on est connectés aux réseaux sociaux. Il y a 11 000 soutiens maintenant sur les réseaux sociaux. Il y a une centaine de volontaires qui se réunissent pour nous aider toute l'année sur le projet. Et 48 personnes sont venues habiter le territoire pour investir dans le développement de cette expérimentation. À ça, il faut rajouter le fait qu'on travaille aussi maintenant, ça y est, depuis peu, parce qu'au début, il y a eu beaucoup d'opposition. On travaille maintenant avec tous les échelons politiques, puisque dedans, on retrouve les collectivités territoriales, donc les collectivités locales, les 3 communes sur lesquelles on est impliqué, la communauté de communes depuis peu, qui nous a rejoints, alors qu'au début, elle ne nous aimait pas, le département du Lot-et-Garonne, la région Nouvelle-Aquitaine, l'État avec l'ADEME, qui vient de financer pour 2 ans de plus le conseil scientifique, et puis l'Europe avec pour l'instant un financement leader. Mais là, on travaille avec la Fondation Zoën, un financement plus large, qui est un financement FEDER et Fonds social européen. Oui, voilà, c'est ça. Alors, ah non, 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 c'est le nombre de personnes. Alors, quand on dit habitants, nous, c'est 48 habitants qui ont déménagé, donc femmes et enfants. Donc, en gros, il y a 40 adultes et 8 enfants. Et 6 enfants et 2 personnes âgées. C'est plutôt ce qu'on veut dire, c'est que c'est 48 personnes qui sont venues s'ajouter, en fait. Et alors, bien sûr, on travaille aussi avec les habitants du territoire, mais dans les zones de revitalisation rurale, la population vieillit, elle décroît, et l'économie décroît aussi, ainsi que les services publics. Et donc, le fait que 48 personnes sont venues habiter une petite ville de 700 habitants comme Tournon-d'Agenais, ça représente quand même une croissance pour eux assez importante, d'autant plus que tous, bien sûr, ont des dépenses locales et qu'on participe aux activités du territoire. Et donc, on organise des marchés bio, on organise des animations, etc. Et donc, les élus commencent à nous trouver bien sympathiques. Oui. Ok, ben, j'en prendrai compte, merci. Alors, tu verras tout à l'heure, quand on va parler de la ville dans laquelle on s'implante, on va parler aussi du nombre d'habitants. Mais c'est vrai que là, sur ce premier slide, on n'avait pas dit. Donc, oui, oui, bien sûr, bien sûr, c'est vrai, bien sûr. Alors, 3 derniers éléments qui nous a conditionnés à partir dans une petite zone rurale à revitaliser, c'est le fait que faire ça dans une ville, c'est absolument impossible, selon moi. Pourquoi? Parce que 80%, bon, j'ai développé pendant presque 10 ans des monnaies citoyennes locales, donc je sais un petit peu à quoi on est confronté. C'est très compliqué parce que les acteurs sont centrés sur leurs propres intérêts. Et il faut passer 80% de son énergie, en fait, à essayer de créer du commun, si vous voulez. Ah, mais moi, alors je ne sais pas, mais moi, j'ai pas de solution. J'ai pas de solution. Moi, j'ai juste envie de me dire, je veux passer pour l'instant 80%, 85% de mon temps à développer des productions pour que des habitants puissent bouffer à leur faim, puissent vivre dans des maisons résilientes, puissent produire leur propre énergie, puissent potabiliser leur eau, se déplacer de façon douce, et que le matin, en se levant, ces habitants puissent dire, tiens, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Voilà. Moi, je pense que quand on sera suffisamment nombreux à ouvrir la porte le matin en se disant, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Je pense qu'après, le reste viendra assez simplement. Je ne dis pas qu'il faut rien faire dans les grandes villes. Je dis que je n'ai pas de solution aujourd'hui pour les grandes villes. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais partir aller voir ce qui se passe dans des zones rurales à revitaliser, là où il n'y a rien.
Et là, effectivement, là, alors, je vous ai parlé tout à l'heure, on est suivi par un conseil scientifique, je ne vais pas y revenir. Et là où il n'y a rien, ben, on est parti en vélo faire 12 000 km et on a remarqué un certain nombre de problématiques qui sont communes à toutes ces communes qu'on a traversées, y compris celles sur lesquelles on s'est installé. Donc, il y a une baisse de production vitale. Les gens ne peuvent pas acheter les produits dont ils ont besoin sur le territoire. Deux, du coup, il y a une perte d'économie résidentielle, c'est-à-dire il n'y a plus de réseau de distribution, les commerçants s'en vont. Il y a de moins en moins d'activités de commerce et de distribution. Trois, mais bien entendu, comme il n'y a plus d'économie locale et comme il n'y a plus de distribution, les capitaux s'en vont et les revenus s'en vont avec. Du coup, les revenus qui circulent sur ces territoires sont des revenus de redistribution. 50% des revenus dans notre zone rurale proviennent de la redistribution. Du coup, bien sûr, la population vieillit. Et enfin, les jeunes quittent ces territoires et partent s'installer dans les villes, dans lesquelles, bien entendu, ils ont du mal à trouver du boulot. Du coup, c'est une hausse des coûts sociaux et écologiques pour les collectivités territoriales de ces villes qui ne savent pas comment faire. Et d'ailleurs, sur le plan européen, ils ne savent pas comment régler ce problème-là. Et ce problème-là, ce n'est pas un petit problème, hein, c'est une commune sur trois en France, puisque quand ceci arrive, elles sont classées dans des zones de revitalisation rurale. Et il y en a 18 000 en France, 13 000 en France. Pardon. En même temps, on observe que de plus en plus de gens veulent vivre dans un village ou dans une petite ville, ce qui est quand même assez énorme, à condition bien sûr d'y trouver les services qu'ils ont envie d'y trouver. Et là, on se retrouve devant une sorte de marché potentiel dans lequel il y a des gens qui veulent entrer en transition, des communes qui sont en train de mourir, et au milieu, un vide sidéral, puisqu'il n'y a quasiment aucun investissement qui arrive dans les communes de France où on pourrait se redéployer. D'ailleurs, à tel point que vous savez que récemment, l'Europe avait donné 700 millions à la France pour qu'elle investisse dans les collectivités territoriales, enfin dans les zones rurales revitalisées. Et je sais là aujourd'hui, il va repartir en Europe 650 millions, puisqu'ils n'ont pas été capables de les dépenser. Et quand vous voyez l'état dans lequel se trouvent ces communes, et en même temps la richesse de ces communes, hein, parce que dans ces communes, il y a de tout. Il y a de l'eau, il y a de la terre, il y a des… Le bâti coûte rien, les terrains coûtent rien, les gens ont des besoins de partout. Et bon, voilà, je ne vais pas arrêter là. Mais bon, donc du coup, en même temps, donc, on a un potentiel de gens qui aimeraient bien y aller, mais il n'y a rien. Alors, l'idée, on se dit, mais tiens, on pourrait essayer de voir pour connecter les deux. Et là, on ferait société, du coup. Et comment on pourrait faire? En recréant dans ces territoires des productions locales, en reconstituant un réseau de distribution de proximité, en investissant massivement dans les activités locales, bien sûr en monnaie citoyenne locale, en assurant des revenus d'autonomie aux habitants pour tous les gens qui viendraient habiter ces territoires et qui rentreraient dans cette logique de développement, et en mesurant qu'on impacte bien positivement les 17 objectifs des Nations Unies pour montrer que nous, avec tout ce qu'on fait là, on est au moins aussi bon qu'eux. C'est ce qu'on veut en tout cas démontrer. On ne sait pas si on y arrivera. C'est une expérimentation. Alors, comment on va faire pour faire ça? Eh bien, on va utiliser deux outils essentiels pour nous. Le premier, c'est qu'on va générer des revenus d'autonomie en monnaie citoyenne locale. Et comment on va faire? On va aller chercher des fonds d'investissement éthiques. En France, c'est 365 milliards qui sont orientés vers des fonds éthiques. Alors qu'on sait très bien, il y a une étude qui a été faite par nos amis belges, la Financité, qui montre qu'aujourd'hui, les fonds éthiques, c'est vraiment du tout et du n'importe quoi. Par contre, les gens qui veulent, eux, investir dans des fonds éthiques, eux, ils ont envie d'investir dans des fonds éthiques. Et nous, notre objectif, c'est aller voir tous ces gens. Alors, ça comprend des personnes physiques, des personnes morales, des gestionnaires de fonds, des fondations. Les fondations, vous savez, elles placent leur argent sur les marchés financiers et avec les pourcentages qu'elles gagnent, elles aident leurs concitoyens. Sauf qu'elles placent généralement, mettons par exemple, j'en connais une dont je ne citerai pas le nom, elle a 5 millions de fonds placés sur les marchés financiers et elle investit 2 millions d'euros d'intérêts dans les activités de revitalisation des territoires. Sauf qu'évidemment, les 100 millions d'euros qu'elle a placés sur les marchés financiers ont détruit bien plus que les 2 millions d'euros qu'elle va réutiliser pour ces activités. Et nous, on va les voir et on leur dit, mais non, investissez votre argent dans du développement territorial. Et nous, on vous propose de le faire de deux façons. Première façon, vous investissez dans des monnaies citoyennes locales, car vous considérez les monnaies locales comme un titre financier. Et nous, on vous rémunère cet apport à 2%. C'est-à-dire, en gros, voilà, vous mettez au capital une société coopérative d'intérêt collectif, et cette société coopérative d'intérêt collectif, elle va utiliser ce capital de deux façons. Première façon, elle génère de la demande solvable en émettant des revenus d'autonomie de 1 000 euros par mois pendant 12 mois, et donc, avec ça, à verser à 85% en monnaie citoyenne locale. Et donc, ces revenus vont se dépenser dans l'économie locale, puisqu'ils ne peuvent pas
les dépenser ailleurs, hein. Donc, du coup, il y a la demande tout à coup. Et pour moi, la monnaie est un bulletin de vote. Donc, à partir du moment où il y a de la demande, derrière l'offre, elle va se dire, oh mon Dieu, il y a de la demande. Et comme cette offre dans les territoires ruraux est quasiment absente, eh bien, on va utiliser une autre partie de cet investissement pour investir dans l'appareil de production local et le remettre au service des besoins locaux dans le respect des humains et de la nature. Et donc, on rémunérera 2% l'apport en capital pour produire et de l'autre côté, on rémunérera 2% l'apport en capital dans les titres financiers qu'on appelle monnaie citoyenne locale. Et là où ça devient intéressant, c'est que les deux, en fait, on va les regarder d'un point de vue des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, c'est-à-dire on va mettre en place un outil de monnaie électronique qui va nous permettre de mesurer l'impact de ces transactions sur le territoire. Et donc, plus on va avancer et plus finalement la production locale va augmenter dans le respect des humains et de la nature. Quand la production locale est supérieure à l'offre, on rajoute des revenus d'autonomie en circulation. Et quand c'est l'inverse, quand les revenus d'autonomie sont supérieurs à l'offre, à ce moment-là, on investit dans la production et on augmente la quantité de production annue. Et l'idée, c'est qu'au moment donné, qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure de notre investissement dans la production locale et dans le soutien à la demande solvable? À un moment donné, la machine économique va se remettre en place sur le territoire et elle va pouvoir elle-même gérer ses propres revenus et les entreprises elles-mêmes pourront investir dans leur production. Et à ce moment-là, le territoire sera sorti de ce déficit. Voilà. Ah ben les 2%, alors on va le voir tout à l'heure avec l'écosystème coopératif. L'idée, c'est que globalement, toutes les entreprises en fait, de l'écosystème coopératif vont produire des richesses. Donc, à un moment donné, leurs recettes vont être supérieures à leurs dépenses. Ils vont générer ce qu'on appelle un excédent brut d'exploitation. Cet excédent brut d'exploitation, il va rémunérer des facteurs de production, dont 2% d'intérêt pour les apporteurs de fonds au sein un autre moyen de le financer, c'est que comme la monnaie est fondante, eh bien, une part de ce fonds, donc à 3%, une part de ce fonds va être recueillie au niveau de l'écosystème coopératif. 1% seront réinjectés dans la maintenance du système monétaire, qui doit être stable, sécure, en croissance et bien développé. Et de l'autre côté, les 2% serviront à payer les apports de capitaux de l'écosystème. Alors, moi, je veux bien déclarer. Alors, est-ce qu'on peut encore finir au moins un slide pour que vous ayez la vision globale? Notez vos questions et après, ça va s'éclairer. Alors, pour ça, on a commencé par deux fonctions, puisqu'en fait, on est vraiment dans cette logique de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération. On a commencé deux fonctions principales qui, si on ne les assure pas, ne nous permettent pas de faire le reste. La première, c'est bien s'alimenter. Donc, l'idée, c'est faire atteindre la souveraineté alimentaire de ce territoire. Je vous rappelle, d'ailleurs, j'ai cette étude à votre disposition, qu'en France, il y a une étude qui a été faite sur l'autonomie alimentaire des villes. On est à moins de 3% de souveraineté alimentaire en France. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Ça veut dire moins de 3% des produits qui sont consommés dans les villes françaises le sont à partir de production locale. Non, mais enfin, je ne sais pas comment c'est imaginable. Donc, nous, on veut commencer par faire en sorte que notre territoire de vie, notre petit territoire de vie, montre qu'il est souverain sur le plan alimentaire. Pour ça, on a commencé à travailler sur un domaine qui s'appelle le domaine du tilleul, qui nous a été gentiment offert par un contributeur. Donc, on a commencé à développer une activité de maraîchage bio pour produire des paniers bio, une activité de boulangerie bio à partir de farine locale. Donc là, on a une amie qui a passé un CAP de boulanger. On a constitué un gîte rural, donc on sert des repas à partir des productions locales. Et on accueille bien sûr des personnes qui viennent visiter le lieu. C'est un marché en pleine croissance d'ailleurs, ce marché-là. Quatrième élément, on a créé un réseau de distribution en circuit court avec une coopérative de distribution. On a une quinzaine de producteurs maintenant qui sont associés à ce projet, donc des producteurs locaux, parce qu'il ne s'agit pas juste de vendre notre maraîchage, mais recréer des réseaux de distribution avec des producteurs locaux. Un centre de compostage, donc on a une personne qui s'est formée pour devenir maître composteur. Donc là, maintenant, on retraite l'intégralité de notre caca et de notre pipi sur la ferme. Et puis enfin, là, on démarre depuis quelque temps une formation permacole, parce que pour nous, la formation, c'est extrêmement important, de telle façon à transmettre ce qu'on a appris à d'autres personnes qui viennent nous voir et qui ont envie de reproduire tout ou partie du modèle à l'extérieur. Et puis, la deuxième fonction qu'on a développée depuis peu, c'est celle dont je vais m'arrêter un petit peu plus, parce que là, elle reprend un certain nombre d'éléments essentiels, qui est à habiter durablement. Et là, notre objectif, c'est de vivre et partager la transition
maintenant. Pour ça, on a mis en place donc différents éléments, dont une zone d'habitation d'une quinzaine de maisons avec une trentaine d'habitants. Ces maisons sont construites en filière courte, donc avec donc des matériaux locaux trouvés dans les 30 km autour de notre quartier rural. Bien sûr, au maximum, hein, parce qu'on ne peut pas tout trouver localement, mais au maximum. On a aussi construit des zones d'habitat léger de loisirs qui vont être au bord du Lot et qui nous permettront d'accueillir des écotouristes, puisque le quartier rural est au bord du Lot. Il y a beaucoup de touristes qui passent dans le coin. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont envie de visiter des lieux qui inspirent et qui leur donnent l'envie de rentrer en transition. Donc, ces habitats légers sont au nombre de 10 et ils seront pareils, construits avec des matériaux ainsi courts. Tous ces habitats légers seront autonomes et les gens pourront expérimenter immédiatement ce que c'est que vivre dans une maison autonome. Un centre de production agricole et d'énergie. Donc, la production agricole, pareil, sera assurée par un maraîcher bio local. C'est le petit rectangle vert que vous avez tout à fait là-haut. Et puis, une production d'énergie photovoltaïque à partir du toit du parking solaire qui abritera les véhicules en partage que nous partagerons sur ce quartier rural autonome et qui seront bien sûr à la disposition de tout le territoire et pas seulement des habitants du quartier rural. Enfin, il y aura une zone d'activité qui va comprendre une brasserie qui préparera la partie restauration et puis aussi une épicerie de producteurs avec un réseau d'une quinzaine de producteurs qui vendront leurs produits dans cette épicerie bio, dans lequel on retrouvera aussi des produits de base qu'on retrouve dans les biocoop, mais le plus local possible. Et puis enfin, il y aura deux éléments, un centre de formation à l'éco-construction qui va construire tout le quartier rural. Donc, les 6 millions d'euros qu'on va investir dans le projet, ils vont tous passer par ce centre de formation. 20% de ce montant sera en monnaie citoyenne locale, puisque toutes les personnes qui participeront à la construction de ce quartier rural devront accepter la monnaie citoyenne à hauteur de 20% de leur montant, qui va injecter dans l'économie locale 1 200 000 euros, quand même, de monnaie citoyenne locale, ce qui n'est pas rien, surtout dans un petit territoire comme cela, et qui va donc générer un appel d'offres, en quelque sorte. L'objectif étant derrière de pouvoir développer ensuite, à partir de ça, toutes les productions qui permettront d'assurer la circulation de cette monnaie citoyenne locale qui va s'écouler sur le territoire. Donc, le projet du quartier rural lui-même, il va se faire dans une petite commune de 700 habitants qui se trouve donc dans le sud-ouest de la France, entre Cahors et Villeneuve-sur-Lot. On se rallie, nous, aux 800 écolieux qui sont déjà en construction aujourd'hui en France, hein, à travers le mouvement des colibris. Même si ces écolieux sont très, très différents, il y a vraiment aujourd'hui le nombre de personnes qui viennent nous voir et qui ont envie de construire un quartier rural, un habitat partagé. C'est colossal. Si derrière, on avait un système pour les financer, mais il y en aurait des centaines et des centaines. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un appel d'air très, très fort et je pense que là, il y a un point de ralliement avec tout le réseau des monnaies citoyennes locales parce que là, on a un truc à faire avec eux qui est vraiment, à mon avis, très, très important. Et il y a bien sûr des lieux qui sont aussi dans des grandes villes, il n'y a pas que des lieux dans un milieu rural, mais nous, on ne veut pas passer trop de temps dans l'intrication politique, donc on a choisi de commencer à développer ça dans une zone rurale. Alors là-dedans, donc, sur ce quartier rural, il s'agit de construire une solution intégrée. Pour nous, c'est très important. Cette solution intégrée, elle va comprendre 3 composantes essentielles, même si elles ne sont pas encore tout à fait formalisées, puisque l'objectif, c'est de le co-construire avec les parties prenantes du territoire. Mais on a quand même de grands éléments qui reviennent, parce qu'on a quand même passé 6 ans d'expérimentation, donc on commence à savoir les besoins qu'on a sur le territoire. Donc, une première dimension, c'est un réseau de distribution de produits bio et de services locaux à destination des habitants de ce territoire, puisque ces habitants, aujourd'hui, ils font 15 km pour aller chercher à bouffer. Il y a des mémés dans des maisons qui appellent leur médecin pour changer l'ampoule électrique de leur pièce. C'est du délire complet, je veux dire. Dans notre village, il y a 2 maisons qui se sont écroulées parce que personne et en plus, ils ne les louent pas, si vous voulez. Non, mais c'est du... bon, bref. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de recréer dans ces lieux-là des réseaux de distribution en circuit court de produits bio et de services locaux qui vont de la tonte de gazon en passant par la construction d'une maison ou l'isolation d'une maison ou la constitution de panneaux thermiques ou l'installation de panneaux photovoltaïques, etc. Le deuxième élément, c'est construire des habitations durables en circuit court à partir des filières courtes, bois, terre, paille, de telle façon à réactiver toute la chaîne
toute la filière construction locale. Donc là, l'idée, c'est de construire une quinzaine de maisons, je vous l'ai dit, pour une trentaine d'habitants. Et bien sûr, à tous les habitants qui viendront s'installer, l'idée, c'est de leur garantir un revenu de base à monnaie citoyenne locale, contre-garantie par une production locale, durable et relocalisée. Et d'ailleurs, ça coûte 30% moins cher de construire ce type d'habitation quand on le fait dans le cadre d'habitat partagé. Et enfin, l'idée, c'est de créer un site dédié à la transition et l'écotourisme. Et là, l'idée, c'est d'ouvrir ce quartier rural, ces habitats légers, ce centre de formation, cette maison de la transition, à tous les écotouristes qui ont envie de s'inspirer de ce projet et faire en sorte de progressivement les amener à passer de la sensibilisation à l'information, de l'information à la formation, de la formation à la professionnalisation, pour qu'ils puissent ensuite reproduire toute partie du modèle dans d'autres communes de France. Sachant que la façon dont on a fait ça peut tout à fait fonctionner dans ce qu'on appelle la ceinture verte des grandes villes, parce qu'à partir du moment où on aura un quartier rural qui sera autonome et qui pourra se financer par lui-même, on pourra tout à fait imaginer de construire ça plus proche des grandes villes ou des villes plus grandes, de telle façon à attaquer les villes par l'extérieur avec des petits écosystèmes qui peut-être pourront se fédérer et former des écosystèmes plus grands. Et ça, par contre, on va déjà vérifier que ça fonctionne sur un premier écosystème. Bon, je passe très vite sur les différentes fonctions, dont la fonction accompagnée à l'éco-construction, donc à peu près 5 000 € par an de chiffre d'affaires. Donc là, il s'agit de former des professionnels, des particuliers, des stagiaires en insertion professionnelle pour leur donner les moyens de construire eux-mêmes leur propre maison. Là, on a passé un partenariat avec une association nationale qui s'appelle les Compagnons Bâtisseurs, donc qui aide les personnes précaires à isoler leur maison, mais ils ont aussi une branche construction qu'ils n'avaient pas pu développer. Et du coup, on va leur offrir les moyens, avec ce centre de formation, de pouvoir monter en compétence des personnes en situation d'exclusion financière pour qu'ils puissent eux-mêmes soit isoler, soit construire leur propre maison avec des professionnels. Deuxième partie, on a une façon accueillir, c'est ce que je vous disais, donc accueillir les populations en transition et les écotouristes dans la maison de la transition qu'on va construire, où il y aura toute l'année des animations, des sensibilisations, des ateliers qui touchent à la terre, à l'eau, à l'énergie, à la gouvernance, aux monnaies citoyennes, aux revenus de base, donc à tous ces outils de la transition pour que les gens se sensibilisent à ça. Notre idée est que des personnes viennent en famille, passer 15 jours sur le site et puis découvrent pendant 15 jours tout ce qu'ils peuvent faire dans la transition avec cet objectif de rendre désirable ce qui est nécessaire et faire en sorte que ils repartent en se disant bon, moi je veux maintenant le faire, j'ai envie de le faire. Ensuite, il y aura aussi une partie dans les fonctions du quartier rural autonome, il y aura une partie contribuée. Donc là, c'est tout le service à autrui, à la nature. Donc, on travaille avec le conservatoire de protection des espèces végétales et puis animales de notre territoire. Donc, l'idée, c'est de travailler sur la biodiversité et valoriser ça en monnaie, de telle façon que ce ne soit pas seulement des gens qui passent leur temps de vie limité à protéger la biodiversité, mais qui soient rémunérés pour ça. Et qui est vraiment une valorisation en monnaie de ce qu'ils font. Mais aussi, il y aura effectivement, le quartier rural sera intergénérationnel, donc on pourra s'occuper de personnes âgées. Il sera aussi à mixité sociale, donc il y aura aussi des personnes en situation d'exclusion financière ou des personnes handicapées. Et donc, on aura toute une organisation pour réintégrer à l'intérieur de ce village nos personnes âgées pour qu'elles ne soient plus forcément uniquement dans les maisons de retraite. Ensuite, il y aura la fonction de s'alimenter, alors qui est depuis très récemment qui est devenue produire, dans lequel on va pouvoir aussi avoir sur ce lieu donc une production d'énergie renouvelable qui servira à alimenter le lieu, qui sera très peu gourmand en énergie, mais surtout l'idée c'est de pouvoir ensuite acheter cette énergie en monnaie citoyenne locale et avec cette monnaie citoyenne, l'idéal, enfin de produire l'énergie et la vendre en monnaie citoyenne locale. L'idée, ce serait que Enercop soit en capacité de pouvoir acheter cette production en monnaie citoyenne locale et qu'elle-même soit en capacité de la revendre en monnaie citoyenne locale à des personnes qui ne seraient pas sur le quartier rural. Et donc, l'idée, ça permettrait de créer un cycle, en fait, pour tous nos commerçants, par exemple, qui ne sont pas forcément sur le quartier rural, parce qu'il s'agit d'être autonome au-delà du quartier rural, pas seulement là, mais sur 30 km à la ronde. Et donc, du coup, les commerçants qui vont pouvoir s'inscrire, l'idée, c'est qu'ils puissent payer une partie de leur monnaie, de leur énergie en monnaie citoyenne locale, comme d'autres payeront leur loyer en monnaie citoyenne locale, puisque tous les loyers du quartier rural, professionnel ou d'habitation, seront payables à 100% en monnaie citoyenne locale. Et enfin, derrière, une fois qu'on aura installé le circuit économique, de façon progressive, l'idée, c'est de construire une quinzaine d'habitations
des maisons écologiques et socialement responsables. Tous les habitants qui viendront s'installer auront un revenu garanti en monnaie citoyenne locale qui leur permettra d'assurer la base de leur économie, c'est-à-dire se loger, se nourrir, se vêtir, s'informer, acheter leur énergie et se déplacer de façon douce et de s'informer, on l'a vu tout à l'heure. Alors, pour terminer, comment faire émerger en 10 ans un écosystème coopératif? Donc, nous, on a choisi la méthodologie suivante. 1, on relocalise la production durable, donc on maîtrise la production. 2, on stabilise la demande solvable, de telle façon à ce qu'elle irrigue le territoire de vie et qu'elle ne quitte pas ce territoire de vie. Et 3, comme la demande solvable est de nouveau là, on investit dans l'écosystème pour produire les biens et les services dont la population a besoin. Et l'idée, c'est qu'avec ces deux leviers, revenu d'autonomie d'un côté et investissement dans l'écosystème de l'autre, progressivement, on fasse remonter l'autonomie de l'écosystème, voire même qu'on arrive à des excédents qui nous permettront après de financer d'autres quartiers ruraux. Alors, comment on va faire? Donc, l'idée, c'est d'abord que le foncier non bâti et le bâti professionnel n'appartiennent à personne. Donc, pour ça, on a une société civile immobilière dans laquelle qui va acheter tout le foncier non bâti et le bâti professionnel de telle façon à ce qu'il appartienne à un collectif et non pas à des particuliers. Je parle bien du foncier non bâti et du bâti professionnel. Je ne parle pas du foncier du bâti à usage d'habitation. Ensuite, on va financer ce patrimoine par des apports en investissement et pas par des prêts. Et on va essayer de le faire en essayant d'orienter ces investissements à travers 3 canaux, la société civile, le marché et l'État. L'idée étant qu'il y ait vraiment un financement collégial de ce quartier rural autonome et qu'on retrouve à l'intérieur les 3 grands acteurs qui structurent aujourd'hui notre société. Donc, pardon, excusez-moi. À partir de là, eh bien, on va mettre en exploitation ce foncier. Donc, ça veut dire qu'on va louer les bâtiments professionnels, on va louer à des activités économiques qui vont générer des revenus d'activité. Et en même temps, bien entendu, on va faire en sorte qu'une partie de ces revenus puisse nous permettre d'accroître ce patrimoine. L'idée étant d'acheter des terrains sur notre territoire, de telle façon à construire de nouvelles maisons, de nouvelles habitations que les gens pourront, dans lesquelles les gens pourront se loger et payer en monnaie citoyenne locale, puisque l'objectif, c'est de créer des débouchés à la monnaie citoyenne locale. Pour ça, on va se servir de 4 structures, donc une société coopérative d'intérêt collectif, qui va être le pilotage économique du projet, dans lequel on va retrouver dans les collèges toutes les parties prenantes du territoire. Donc, dedans, on va retrouver la commune de Trentel, qui va apporter 44 000 euros de capital à la société coopérative d'intérêt collectif. Et d'où va-t-il tirer ces 44 000 euros? De l'achat du terrain qu'on va lui faire. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on lui apporte de l'argent et qu'elle en laisse un petit peu pour développer les activités locales. On va retrouver un collège d'habitants, un collège de partenaires financiers, un collège de chercheurs, un collège d'entreprises qui vont accepter la monnaie citoyenne locale en paiement de leurs services et de leurs produits, et un collège d'associations qui va reprendre les associations qui portent la culture et les activités non marchandes sur le territoire. Et c'est ensemble qu'on va piloter le modèle économique. On va avoir aussi une coopérative financière. Donc là, on travaille pour l'instant avec la coopérative Oasis. On avait prévu d'en créer une, mais effectivement, comme elle existe, il n'y a aucune raison de le faire. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est à travers cette coopérative financière de drainer de l'investissement qui sera défiscalisé à hauteur de 18% et qui permettra, avec ces investissements, de continuer à investir dans le développement du modèle. On a aussi une coopérative d'habitants qu'on n'a pas encore lancée, qui va être lancée dès qu'on va commencer à construire des habitations. Donc, ce sera une coopérative d'habitants. Pourquoi? Parce qu'on veut que le foncier, donc le bâti à usage d'habitation, soit la propriété des habitants et ne soit pas la propriété de la SCI, puisque là, c'est à usage privé. Donc, on est vraiment dans l'usage d'un bâtiment et pas dans la location de ce bâtiment à des fins de faire une plus-value dessus. Et donc, là, l'idée, c'est que les habitants soient propriétaires des parts sociales de cette coopérative d'habitants, mais pas des maisons, puisque si jamais elles meurent, par exemple, leurs ayants droit pourraient ne pas avoir les mêmes valeurs de développement que nous. Et du coup, l'idée, c'est qu'ils puissent hériter des parts sociales de leurs parents, mais que sur le plan de la location, ils fassent comme les autres, c'est-à-dire qu'ils signent une charte et qu'ils la respectent. Et puis enfin, on aura à la fin, tout à fait à la fin, on créera un WACAS, un organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire, sur le modèle d'Emmaüs, qui reprendra toutes les personnes qui ne veulent pas avoir d'activité marchande et qui pourront comme ça toucher un pécule, donc en une base inconditionnelle d'1 euro supérieur au seuil de pauvreté pour faire des activités qui ne sont pas des activités marchandes.
Donc, toutes ces activités vont générer de l'exploitation, des revenus d'activité, mais aussi vont renforcer leur patrimoine. Et comme vous le voyez, il y a un revenu, le revenu autonomique que vous avez en orage, hein, qui va servir à financer les personnes qui n'auront pas d'activité économique. Lui se retrouvera sans rien. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire deux choses. D'abord, une partie de l'excédent brut d'exploitation de toutes les activités vont être drainées vers un fonds de dotation qui va défiscaliser à hauteur de 66% pour les particuliers et 60% pour les professionnels leurs dons. Et avec ce fonds de dotation, on va financer la création de nouveaux quartiers ruraux autonomes. Et de l'autre côté, on va financer les revenus d'autonomie qui permettront ensuite d'équilibrer le modèle et faire en sorte qu'il continue à se développer, indépendamment de savoir si la personne elle a une activité marchande sur le projet ou pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, voilà. Ah, c'est bizarre ça. Pourquoi il s'est éteint? J'allais dire, il n'aime pas les graphes quand c'est de l'art. Ah ouais, parce que là, on arrive sur les... Voilà, ça y est, c'est bon. Donc, le... Ah mais non, c'est vraiment bizarre ça. Pourquoi il fait ça? Bon. Alors, quelques éléments de financement pour terminer. Je ne veux pas trop rentrer là-dessus, mais c'est quand même un projet aussi qui coûte des sous. Donc, l'idée, c'est d'investir 6 millions, à peu près 6 millions d'euros sur 10 ans, répartis de la façon suivante, dont zone d'habitation, viabilisation du terrain, les zones d'activité commerciale et d'activité touristique, le centre de formation, le parking solaire, la maison de la transition, puis les habitats légers. Donc, pour un total de 6 millions. Et c'est sur ces 6 millions que 20% de ce montant, on veut que ce soit en monnaie citoyenne locale, ce qui fera à peu près 1 200 000 euros d'injectés dans le territoire. Deuxième élément, le chiffre d'affaires de l'écosystème, donc à peu près 1 300 000 euros, avec, comme vous l'avez vu, une grosse partie d'amortissement qui nous permettra justement, grâce à ces amortissements, de redévelopper, de maintenir en gros l'écosystème, mais aussi d'utiliser cet argent pour développer d'autres quartiers ruraux, puisque l'idée, c'est de faire en sorte que cet argent, au lieu de remonter sur les marchés financiers, soit réinjecté dans le territoire sous forme de monnaie locale, en achetant des stocks de monnaie locale et en redistribuant sous forme de revenus d'autonomie dans l'écosystème. Les loyers, donc les loyers de l'écosystème, quand même, ça représente 327 000 euros par an. Donc ça, c'est intéressant parce que ces loyers, au lieu de remonter sur les marchés financiers pour alimenter la spéculation, eh bien, nous, on va les remettre encore une fois en circulation sous forme de revenus d'autonomie en monnaie citoyenne locale dans le territoire. Et donc, on va réinjecter en fait ces loyers sur le territoire. Enfin, les phases d'investissement du projet, donc une grosse phase qui démarre maintenant, donc à peu près 1 200 000 euros. Une deuxième phase à peu près autant entre 2024 et 2026. Et puis la dernière phase qui sera la phase du quartier rural autonome, qui sera en phase de 3 entre 2027 et 2029. Sachant que si d'ici là, le système s'est effondré, on verra. Parce qu'on s'est passé dans la possibilité de dire on ne veut pas raisonner avec notre cerveau reptilien, on va essayer de raisonner avec notre cortex. Et si ça ne marche pas, d'autres prendront le relais, parce que nous, on ne sait pas faire. Et donc là, aujourd'hui, on est vraiment maintenant sur cette phase-là. Donc, on est en train de réunir 1 200 000 euros pour acheter le terrain, le viabiliser et construire le centre de formation qui va être le lieu qui va nous permettre de tout lancer en fait sur le quartier rural. Et on sait qu'en économie, quand le bâtiment va, tout va. C'est exactement le même modèle. Où c'est qu'on en est? Donc, il nous reste 184 000 euros à trouver pour cette première période. La fondation Salvia, alors ça c'est important pour nous, quand je dis nous, c'est nous et vous, a décidé d'investir 300 000 euros dans le financement du centre de formation et en monnaie citoyenne locale. Donc c'est vraiment le démarrage de ce qu'on disait, c'est-à-dire que ces 300 000 euros qu'ils ont accepté de mettre au capital de notre société coopérative d'intérêt collectif va injecter 300 000 euros de monnaie citoyenne locale d'un coup dans le projet. Et ils acceptent d'être rémunérés à 2%. Donc ils ont pris une partie de leur capital. Et au lieu de le mettre sur les marchés financiers, ils ont accepté de le mettre au capital de la société coopérative d'intérêt collectif, tout en nous faisant un don de 100 000 euros, parce qu'ils continuent à nous aider. Mais pour eux, c'est vraiment deux choses différentes. Et le fait que le président ait accepté de faire ça, pour nous, c'est vraiment c'est le Graal, parce que ça veut dire qu'il a vraiment compris ce qu'on est en train de faire. Et pour nous, c'était super important qu'il ne nous donne pas 300 000 euros, mais qu'il les mette au capital. Et donc, du coup, avec ça, on va essayer d'aller voir d'autres structures pour faire la même chose.
Donc ensuite, les compagnons bâtisseurs. Donc c'est un dossier qu'on est en train de monter avec 100% inclusion. Donc il y a 220 000 € qui vont rentrer dans le projet. La coopérative Oasis, donc des colibris, qui met 300 000 €, 120 000 € sur le terrain et 180 000 € dans le centre de formation l'année prochaine. Et puis on a un financement de 44 000 € de la mairie de Trentel, donc qui va remettre 20% du montant du prix du terrain dans le capital de la société coopérative d'intérêt collectif. On a déjà collecté 100 000 € de particuliers pour acheter le terrain, il nous manque 20 000 €. Et enfin, la Fondation de France est rentrée à hauteur de 127 000 € sur 3 ans, 27 000 € en 2019, 58 000 € en 2020 et 50 000 € en 2021. Voilà, voilà. Et donc, si vous... Alors, je préférerais terminer pour que vous puissiez avoir une vision globale et que vous puissiez ensuite poser des questions. Ah, clairement. Oui. Oui. On travaille avec eux aussi. C'est un peu intéressant parce que la nouveauté écosystème de travail, là, on voit tous des éléments d'écosystème appliqués à un territoire avec des choses très concrètes. Donc, en fait, c'est pareil, le projet. Pour moi, les projets d'écosystème existent déjà. Comment la fait, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, qu'est-ce qu'on potentialise. Et là, c'est intéressant aussi, c'est l'apport des terrains à beaucoup des projets, y compris l'habitat, mais très modeste. C'est ce lien entre l'action côté production dans un territoire qui est monétisé en monnaie locale. Donc, on part encore des richesses. Hein. On ne parle pas de la monnaie, on part des richesses. Après, on la monétise et on distribue ça via un revenu d'existence qui permettent à ce circuit des premiers fois clés dans les en vigueur. Donc, voilà, c'est vraiment un des projets qui sont très jolis au sein du mouvement Sol et qui peut donner des pistes inspirantes pour nous qui sommes aussi des acteurs des monnaies dans nos territoires, soit pour voir des trucs comme passer brancher d'autres choses, les normes, mais aussi comment nous, on peut aussi éventuellement des co-créateurs, des choses aussi dans nos territoires pour les brancher. Voilà un peu dans les choses qui me parlent à moi et pour lesquelles je pense que voilà, c'est intéressant dans cette notion d'écosystème sur lequel on travaille. On est autant l'inspiration et ce regard des réflexions et tout ça, et aussi des choses très concrètes sur lesquelles on peut s'appuyer aujourd'hui. Une chose importante que je n'ai pas dite, que je vais rajouter parce qu'elle est super importante, c'est qu'on va utiliser une monnaie numérique qui est l'abeille, mais ce qu'on est en train de développer avec Eric de Belair, c'est la possibilité de mettre en place un portefeuille de monnaie. C'est-à-dire que notre objectif, c'est pas qu'il y ait une seule monnaie sur notre portefeuille de monnaie, mais qu'il y ait autant de monnaies qui veulent se rallier en fait à l'écosystème, au territoire de valeur. C'est-à-dire que notre objectif, d'ailleurs, on partage maintenant avec le Sol Violette à Toulouse et le Sol Olympe la même comment dirais-je, la même plateforme. Et notre idée, c'est que sur notre téléphone, en fait, à un moment donné, l'idée, ce serait de pouvoir choisir quand je suis en Alsace, je peux payer un stuc. Quand je suis à Grenoble, ben, je paye en Kern. Quand je suis chez nous, dans notre territoire, je paye en abeille. Quand je vais à Toulouse, je paye en sol violette.
Voilà. Et l'idée, c'est vraiment cette idée d'avoir de portefeuille de monnaie qui nous permettent finalement de toujours payer local. Et c'est là qu'on passe d'un territoire géographique à un territoire de valeur, parce qu'on sait très bien aujourd'hui qu'on va pas tout trouver autour de masquer et de tournant d'AGD. Par contre, moi, j'ai envie que mes dépenses, quand je suis quelque part, soient toujours locales. Une question sur ce point précis, quand tu dis payer en Stuc quand tu es en Alsace, c'est en créditant ton portefeuille à partir d'euros ou c'est en transformant la monnaie locale de ton éco-village en Stuc? Alors justement, là pour l'instant, c'est le travail qu'on va faire avec le conseil scientifique là, sur le cahier des charges qu'on va donner pour la suite du projet. C'est que justement, ça, c'est à co-construire. C'est-à-dire que là, l'idée, ce serait que ce soit moi, je me place toujours d'un point de vue de l'utilisateur. Moi, je me dis, quelqu'un, moi par exemple, Frédéric, je bouge beaucoup. Partout où je suis, où il y a de la monnaie locale, moi, je veux payer en monnaie locale. Je ne peux pas me faire chier. Donc, il faudrait qu'avec mon petit smartphone, partout où je suis, tiens, il y a une monnaie locale à côté, tac, je sélectionne cette monnaie. Et à partir de ce moment-là, hop, j'ai une carte qui apparaît avec la monnaie locale du coin, avec les personnes chez qui je peux aller, et je paye toujours en monnaie locale. Et là, il faudrait que mon outil, un petit peu comme on faisait, moi j'aime beaucoup Bernard Luther, hein, un petit peu comme on faisait avec les Q. C'est-à-dire, il y a une sorte, alors ça peut s'appeler l'ICU, d'ailleurs c'était l'idée du sol au départ, donc, ou l'ICU. L'idée, ce serait d'avoir une monnaie commune et pas une monnaie unique qui me permette de passer de l'un à l'autre. Mais la fonction payée à quelqu'un, c'est toujours en monnaie locale. J'entends bien, mais ça ne répond pas à ma question. Ah, pourquoi je vais la préciser. Si, quand tu payes en Stuc, c'est en convertissant des abeilles en Stuc. Et non, c'est ce que je te dis. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on se réfère à une monnaie commune. C'est-à-dire que je vais transformer mes abeilles, par exemple, en monnaie commune. Alors, est-ce que ça s'appelle l'ICU, est-ce que ça s'appelle le sol ou l'euro? Parce qu'on pourrait tout à fait imaginer qu'on peut le transformer en euro. Et ensuite, à partir de ces euros, je rechange en ce que je veux, en fait. D'accord. Donc, en fait, c'est à peu près la même chose que la conversion en direct. Le problème, mais en fait, c'était juste pour comprendre. Merci. Non, non. Un truc en euros, et puis tu dis je paye en abeille. Bah oui, disons que c'est une fuite de la richesse produite dans ton village vers l'Alsace. Mais bon, après, c'est un choix. Alors, tu vois ce que tu viens de dire là. Alors, moi c'est. Ça ne te gêne pas. Comment? Ça te gêne Alors, pas. non seulement ça ne me gêne pas, mais je trouve que, voilà, mais je trouve que même le fait de le dire, c'est ce qui m'a fait quitter le mouvement, ça. Tu vois ce que tu viens de dire là? C'est ce qui m'a fait faire ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que les élus aujourd'hui, ils sont tellement mais fixés sur le bocal de leur commune qu'ils ne se rendent pas compte qu'en obligeant la monnaie de circuler uniquement sur leur putain de bocal, ils se tuent eux-mêmes, puisqu'il faudrait que toutes les communes de France puissent avoir des monnaies locales pour créer un écosystème coopératif. Mais si j'empêche les gens de retransformer cette monnaie, parce qu'ils n'ont pas forcément plein d'argent, les gens, si je suis en Alsace et que je veux payer des trucs, mais c'est bien pour nous tous, puisque là aussi, on va apporter du local. Donc moi, je pense que c'est pour ça que je parle de monnaie bocale et de monnaie glocale, c'est-à-dire que il faut, c'est pas une fuite, ça reste dans le territoire de valeur. Je pense qu'il y a débat. Mais je veux bien. Non, parce que si ton petit village il meurt là, c'est parce que les grosses villes phagocytent. Donc Pourquoi là, tu penses que mon petit village il va mourir avec ce que je suis en train de faire? Je peux te dire qu'ils sont tous debout sur la table. Historiquement, il meurt. Oui, mais tu vois bien qu'avec ce même. Je comprends les points de vue. Tu vois bien qu'avec ce même système-là, on apporte 1 200 000 euros de monnaie locale. Et je suis certain que les 1 200 000 euros de monnaie locale qu'on va mettre en place là, il y en a un petit peu qui va aller dans d'autres monnaies locales. Mais c'est quand même epsilon, les amis. Putain, il ne faut pas déconner. Le nombre de stucs que je vais dépenser dans ma vie et le nombre d'abeilles que je vais dépenser dans mon territoire, il faut arrêter, quoi. C'est pas 98% de ma monnaie, quoi. C'est l'inverse, c'est 5 ou 10% peut-être. Oui, en fait, il parle du lien entre une sol violette, sol au large, qui est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il y a un processus, c'est un processus. La première étape de ce processus, c'est que les collectifs soient d'accord, qu'ils disent déjà à l'Assemblée générale, on est d'accord de vivre cette expérience-là. Peut-être qu'elle pourra nous raconter aussi l'importance et Rousseau, comme il se met en mariage chaque fois maintenant. Mais en tout cas, je dis mariage à fois parce qu'ils savaient qu'ils faisaient des mariages sur Rexel et non Rousseau quand ils ont commencé à se coopérer. Donc, je fais la blague mariage. Mais du coup, il y a ce processus qui est à la base politique, puisque les groupes
territoire. On le voit avec le Tarn-et-Garonne, qui est assez rural, et Toulouse, qui reste assez urbain. C'est dans les perspectives des liens et des coopérations rurales-urbains. Donc, on voit bien qu'il y a un besoin qui n'est pas nécessairement opposant, précisément sur la question des villes et des territoires urbains. Il y a vraiment quelque chose qui, à partir des territoires eux-mêmes, il doit être un besoin important. Donc, c'est comment créer des coopérations dans nos territoires à travers la monnaie. Moi, je voulais revenir sur le montage financier. Tu nous disais donc ce que tu proposes aux fondations, c'est de considérer les titres de monnaie locale comme des titres financiers. Oui. Donc, elles abondent le fonds de garantie. Exactement. Alors, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. C'est qu'elles abondent un fonds qui, à partir d'un comité de dialogue territorial, décidera à quoi sera affecté ce fonds. Soit ce fonds sera affecté à de l'investissement dans des entreprises pour produire localement et durablement, pour augmenter la production si la production est inférieure à la demande, soit ce sera injecté sous forme de monnaie citoyenne locale à travers des revenus d'autonomie qu'on va ajouter au territoire, en fait. Donc, tu vois, il y aura deux leviers. On leur dit, nous, ce qu'on vous demande, c'est… Voilà, c'est ça, exactement. Et voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Donc, le revenu de base va fluctuer selon le montant des fonds qui sera décidé par ce comité d'être attribué en titre financier de monnaie locale? Alors non, c'est-à-dire que l'idée, c'est que pendant une phase de mise en exploitation, toutes les entreprises comme les écosystèmes, en fait, ont une phase de mise en exploitation. Donc, pendant la phase de mise en exploitation, on va aller chercher des financements pour stabiliser la demande solvable. Et là, du coup, les revenus d'autonomie seront garantis par des investisseurs. Mais plus le modèle va se développer, et plus c'est les excédents bruts d'exploitation de l'écosystème coopératif qui va venir financer les revenus d'autonomie. L'idée à terme, c'est… Bon, là, je n'ai pas pu le faire parce qu'on n'a pas le temps, mais l'idée, c'est… On fait un petit jeu sur le modèle économique, il explique très bien. L'idée, c'est qu'à un moment donné, les contributeurs vont baisser au profit de l'excédent brut d'exploitation de l'écosystème. Puisque tout l'objectif du projet, c'est que l'écosystème, à terme, il n'ait plus besoin de contributeurs. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il doit dégager un excédent brut d'exploitation qu'il va pouvoir réinvestir dans l'évolution de son propre quartier rural, mais aussi qu'il va mettre une partie dans un fonds de dotation pour développer de nouveaux quartiers ruraux et dans une coopérative de financement qui va financer de nouveaux écoquartiers, qui soient ruraux ou urbains d'ailleurs. Donc ça, c'était l'arbre horizontal. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Voilà, c'est ça. Ce qui veut dire que sur les productions locales, en fait, on va mutualiser la richesse pour la redistribuer sous forme de revenus universels. Exactement. C'est une certaine forme d'impôt et d'un mais c'est une contribution, exactement l'article, moi je me réfère à l'article 14 des droits de l'homme 1789, c'est que la richesse, elle n'est pas produite par la richesse en monnaie, elle n'est pas produite par les entreprises, ça c'est une connerie. La richesse, c'est une coproduction entre tous les acteurs d'un territoire. Parce que si tu n'as pas de consommateur, tu n'as pas de vente. Et l'entreprise, elle a beau dire, c'est moi qui produis la valeur, ma cache walou. Ça, c'est pas vrai du tout. Elle produit des biens ou des services. Mais si derrière, tu n'as pas une collectivité territoriale qui assure des garanties publiques, tu n'as pas des consommateurs qui achètent leurs produits, tu n'as pas une nature sympa qui t'accueille, ben, ta valeur, tu vas voir si tu vas être capable de la produire. Donc, nous, on fait une contribution à la source. C'est pour ça qu'on dit que notre revenu de base à nous, il n'est pas financé par la redistribution. C'est un nouveau revenu qui apparaît aux côtés des revenus primaires et secondaires. C'est-à-dire que nous, on dit qu'avant les revenus primaires, il y a un revenu de base qui doit être égal pour tous, capable à tous les citoyens de leur permettre de vivre dignement. Et ce n'est qu'au-dessus de ce revenu de base-là que peuvent être construits tous les autres revenus, c'est-à-dire les revenus primaires issus du secteur marchand et les revenus secondaires qui vont être redistribués en fonction de la problématique de chacun, les allocations familiales, des problèmes de chômage, etc., de maladies. Etc. Et donc, si la production, à un moment donné, ne permet pas de distribuer ce revenu de base… C'est le principe. Oui, donc c'est le principe. Et si, pour des raisons X ou Y, à certains moments, la production n'arrive pas à le faire, alors à nouveau, on a recours à des investisseurs extérieurs. Exactement. Mais si ça arrive, ça veut donc dire que l'écosystème coopératif qu'on a créé, c'est comme un enfant, si tu veux. Il n'est pas viable. Moi, mon modèle, c'est l'enfant qui naît. L'enfant qui naît, c'est un putain d'écosystème d'enfer.
quand il n'est pas avec juste un cœur. Il naît avec un cœur, des reins, des foies, un foie, des yeux, des oreilles, un nez, et c'est tout petit. Mais il a tout. Il a tout pour se développer. Ben, nous, notre idée, c'est de faire émerger un enfant économique, si tu veux, dans lequel il a tout pour assurer aux habitants ce dont ils ont besoin. Et tant qu'il n'aura pas tout pour son propre développement, comme un enfant, il ne sera pas viable. Et c'est une fois qu'il sera viable, c'est-à-dire qu'il sera capacité de dégager plus de valeur d'en à consommer, qu'il pourra ensuite aider d'autres écosystèmes coopératifs à se développer. Et puis après, on sera 2, puis 4, 16, 32, 64, je ne sais pas combien après. Et j'ai une dernière question. Dans le schéma avec les boucles, oui. Tu nous dis que le capital est adossé aux monnaies locales et que les monnaies locales sont adossées au capital. Et là, je ne suis pas sûr de bien comprendre. Garantie, pardon, tu dis garantie. Si le capital est garanti par la monnaie locale et la monnaie locale est garantie par le capital. Non, en fait, ce n'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que le revenu d'autonomie, c'est un revenu de base inconditionnel, versé à 85% en monnaie citoyenne locale, contre-garanti par une production locale et durable. C'est ça, c'est le contre-garantie. Voilà. Donc, ça veut dire que ce revenu d'autonomie, il ne peut pas être versé s'il n'est pas soutenu, alors on est vraiment dans le terme de richesse, par une production relocalisée à 85%, plus durable, c'est-à-dire qui respecte l'écosystème des humains et de la nature. Et il ne peut pas l'être parce que, effectivement, à terme, il découle de cette production. Oui, mais comme d'ailleurs, imagine que tu n'aies pas de monnaie. Et ce serait pareil. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de production, tu ne devrais pas avoir de monnaie. Moi, je ne sais pas comment on peut… Ouais, tu vois, c'est la richesse. Donc, bien sûr, bien sûr. Et pour nous, c'est un signal super fort parce que ça montre que le territoire n'est pas en capacité d'assurer la vie de ses habitants. Et donc, s'il n'est pas capable de contre-garantir ce revenu de base, qui n'est pas non plus énorme, hein, c'est 1 euro de plus que le seuil de pauvreté. Ça peut être plus après, parce qu'on peut décider collectivement de le mettre à 100 euros de plus. On s'en fout, la question, c'est de démarrer quelque part. Mais si le territoire n'est pas capable de garantir ça à ses habitants, mais c'est quoi ce territoire? Oui, il n'est pas viable. C'est qu'il n'est pas viable. Et donc, c'est une information pour l'améliorer. Non, mais moi, j'ai juste une question. Peut-être que c'est parce que je n'ai pas compris la tête, mais du coup, ce revenu, c'est pour tout le monde? Alors, l'idée, c'est que sur le territoire, à la fin du processus, donc l'idée, c'est le territoire d'expérimentation, il fait 30 km autour d'un siège social. C'est que l'idée, à terme, alors je ne sais pas quand elle sera ce terme, hein, est-ce que c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, je ne sais pas. Mais à terme, ça veut dire que oui, notre objectif, c'est faire en sorte que toute la zone de revitalisation rurale dans laquelle on se trouve, qui est classée par l'État comme une zone de revitalisation rurale, tous les habitants puissent avoir un revenu d'autonomie contre-garanti par une production locale. En plus de leur salaire, s'ils travaillent. À condition que ça ne dépasse pas 3 fois le montant du revenu d'autonomie. Au bout de 3 fois, on demandera aux personnes de réinvestir ce revenu d'autonomie dans la production locale. Au départ, c'est pour qui? C'est pour les 40 sociétaires. C'est pour alors là, on a fait un travail de priorisation du revenu. Donc, pendant la durée d'exploitation, on utilise 2 modèles, la théorie du changement et ce qu'on appelle place des aspirations, qui sont 2 outils qui nous permettent de gérer la gouvernance du revenu d'autonomie. Donc, la théorie du changement, en gros, on dit c'est quoi les conditions à remplir pour atteindre notre raison d'être, donc qui est aujourd'hui de créer les conditions matérielles et immatérielles pour que chacun puisse expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Voilà. Mais c'est important parce que quand ça tempête, c'est bien de l'avoir bien en repère. Et donc, à partir de ça, si tu veux, on va dire c'est quoi les conditions qui nous permettent d'atteindre ça. Et là, tu as des conditions sur lesquelles on est maître, tu as des conditions sur lesquelles on n'est pas maître mais qu'on peut influencer, et puis tu as des conditions sur lesquelles on n'est pas maître du tout. Et donc, ça nous donne des rôles, des choses dont on a besoin. Et de l'autre côté, je réponds à ta question, c'est un peu compliqué. La deuxième chose, c'est qu'on fait une deuxième réunion, par exemple, qui s'appelle Place des aspirations, où là, on fait l'inverse. On part de l'aspiration des personnes et on dit qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et là, les personnes, ils lisent toutes les activités qu'ils veulent faire. Et là, on matche les deux. C'est-à-dire, on dit, ben voilà, maintenant, ça y est, on a connecté les deux. Donc, il y a des activités auxquelles les gens aspirent qui servent notre objectif commun. Celles-là, ben, elles rentrent dans le modèle. Il y a des activités qui ne matchent pas avec notre objectif commun. Ben, les gens, ils font ce qu'ils veulent, à condition que ça respecte quand même la charte de valeur. Et ensuite, il y a des activités qu'on a besoin et qui ne sont pas portées par les habitants. Et cela, on lance des appels à projets et on recrute des personnes pour venir porter ces activités. Et ensuite, pour celles qui sont maintenant communes, en fait, on pose une deuxième question aux gens. Aujourd'hui, dans l'écosystème tel qu'il est, lesquels vous paraissent le plus d'utilité commune?
Et là, on retrie par ordre d'utilité commune toutes ces activités et on commence à verser les revenus d'autonomie à celles qui sont en première, avec un objectif à terme que plus on aura d'argent, soit par des excédents bruts d'exploitation, soit par des subventions ou des dons, on écoulera jusqu'aux dernières activités qui est, je ne sais pas, courir tout nu dans les champs en chantant la Marseillaise, par exemple. Mais qui est une activité comme une autre qu'on financera aussi. Il le fait gratuit, il a dit. Oui, c'est ça, là. Comment elle s'appelle? Celle de Graham Wright. Celle de Graham Wright, qui est magnifique. Alors non, je ne dirais pas que c'est les gens qui sont productifs, qui sont pris. Vas-y. Ouais, non, mais c'est un peu. Ouais, parce que c'est vrai que ça me parle un peu. Je disais, du coup, est-ce que c'est les gens les plus utiles, entre guillemets, qui sont. Alors, c'est difficile de dire qui est la personne la plus utile, tout est utile. On a tous des compétences. Alors, tu vois, ça, c'est totalement. Oui, mais ça, c'est totalement théorique. Je t'invite à passer 2 mois avec nous et tu vas voir que si tu n'as pas bouffé pendant 2 mois, tu vas dire le mec qui fait à bouffer, celui-là, il a quand même plus d'utilité commune en ce moment. Tu vois, voilà. Ben, nous, on fonctionne comme ça. C'est qu'il y a des besoins de base. Tant que ces besoins de base, ils ne sont pas couverts, tout le reste, c'est que de la théorie. Mais c'est la réalité. Mais c'est la réalité, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu ne peux pas manger, tu ne peux pas courir tout nu dans les champs en chantant ce que tu veux. Il faut que tu manges. Et si tu ne manges pas, ben, tu ne peux pas faire tout ça. Et ce n'est pas quelqu'un qui le dit. C'est voté par tous les habitants volontaires du lieu qui disent, nous, aujourd'hui, on distingue socialement cette activité-là parce que collectivement, on en a besoin et que ça servira à toutes les autres activités. Et ça, c'est remis en cause chaque année en fonction de l'utilité commune dont on a besoin. Avec un objectif qu'on espère à terme qu'on pourra financer un revenu de base à tous les habitants, y compris les enfants, dès leur première inspiration. Jusqu'aux vieillards en train de mourir. Exact. Bravo, les personnes qui toucheraient ton revenu pas mal, il vaut mieux pas. Sur les personnes qui toucheraient le revenu de base, par ailleurs, dont ce serait le seul revenu, est-ce que du coup, aujourd'hui, 85% du coup versent en monnaie locale, ça veut dire que ils puissent accéder à tous ces revenus, ces services, ces biens de base. Aujourd'hui, vous êtes en capacité de fournir suffisamment par rapport au nombre de personnes. Alors, voilà, combien de personnes touchent ça et quels produits et services aujourd'hui en local vous mettez en 50%. C'est pas tant que ça, si tu regardes bien. Mais... Voilà, et si vous avez la capacité de. Voilà, et sinon, est-ce que vous ne risquez pas d'avoir des gens qui accumulent en fait des années et n'arrivent pas à les dépenser? Alors, c'est une super bonne question. C'est même l'essence même de l'expérimentation, ce que tu es en train de dire. C'est qu'effectivement, le contrat qu'on passe avec tous les gens qui sont venus habiter et qui acceptent de toucher sur une autonomie, c'est qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas le dépenser parce qu'il n'y a pas de production. Et on se met vraiment en condition de base parce que c'est facile de raisonner et de théoriser le revenu de base dans une société comme la nôtre, si tu veux, dans laquelle il y a des énormes excédents, dans lequel fait tout ça. Mais dans une société de base, aujourd'hui, dans beaucoup de pays dans le monde, on est exactement comme dans nos zones rurales. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Tu vois, tu n'as même pas du maïs à bouffer, quoi, tu vois. Et tu fais 11 km pour aller chercher de l'eau. Donc, nous, on s'est mis un peu dans ces conditions dans notre zone rurale. C'est qu'effectivement, on a réglé le problème du revenu, puisque les gens ont un revenu de base en monnaie citoyenne locale, mais ils ne peuvent pas le dépenser. Mais attention, ce n'est pas du tout la même nature. Parce que dans un premier cas, c'est une absence et une rareté de monnaie, ce qui est totalement artificiel, puisque l'absence de monnaie, c'est totalement artificiel, alors que l'absence de production, c'est du concret. Et nous, aujourd'hui, on est incapable, enfin, en tout cas, là, nous, aujourd'hui, citoyens, de répondre à la problématique d'absence de monnaie, de rareté monétaire. Il faut faire une révolution, si tu veux. Avant qu'on aille à la Banque Centrale Européenne et qu'on la prenne, qu'on fasse une sorte de prise de la Bastille, il va s'écouler encore quelques mois ou quelques années. Par contre, faire en sorte de produire localement la nourriture dont on a besoin, l'énergie renouvelable, l'eau potable, construire des maisons à base d'ossature bois paille, tout ça sont des choses. Mettre en partage des véhicules, les propulser avec du gaz méthanisé ou les propulser avec de l'énergie électrique pour certaines. Mais c'est des choses qu'on peut tout à fait faire. La seule chose qui va nous manquer pour mettre en exploitation
la nourriture, l'énergie, l'eau, les maisons, etc., les voitures en partage. C'est d'une part l'investissement, parce que ça, pour le coup, on aura besoin d'investir pour monter en production. Ce sera la formation et la compétence des personnes, mais ça, c'est une richesse humaine. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de formations. On s'est formé à produire de l'énergie, on s'est formé à faire de l'eau potable, on s'est formé à fabriquer des maisons. On y a passé quand même 3 ans, mine de rien, quand même. Ça s'est pas fait tout seul. On s'est formé à la gouvernance, parce que la gouvernance, c'est une richesse aussi. On s'est formé à la gestion de conflits, on s'est formé à la communication non violente. Et tout ça, ça nous a permis de construire une gouvernance qui maintenant commence à tenir la route. Donc, effectivement, là, en ce moment, on n'est pas capable d'assurer toute la production des gens qui ont 85% de monnaie citoyenne locale. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des réunions. On a 5 porteurs de monnaie citoyenne locale aujourd'hui. Donc, on fait des réunions entre eux et on dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Et là, on a eu une super idée. On s'est dit, mais reproduisons les tontines. Puisque je ne peux pas dépenser mes abeilles, parce que c'est un vrai souci de ne pas dépenser ses abeilles, eh bien, on va dire, à partir de maintenant, les abeilles, quand elles seront données au fonds de dotation ou à la coopérative ou à l'écosystème coopératif, ben, au lieu de perdre 5%, tu gagneras 2%. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. C'est-à-dire qu'au lieu que la monnaie continue à perdre de la valeur parce qu'elle ne circule pas, voilà, puisqu'elle ne tourne pas, eh bien, nous, on la reprend et on la remet en circulation sous forme d'investissement. Par exemple, vous allez comprendre de suite, là, on a décidé, par exemple, d'acheter 2 scooters électriques. Exactement. Attends, tu vas voir, va où? Donc, on ressort ces abeilles, donc ils nous les reconfient comme des tontines, comme ça se fait en Afrique. Avec ces abeilles, on va maintenant, nous, les transformer en investissement. Donc là, on les retransforme en euros. On achète des scooters électriques ou une voiture électrique. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on la loue en monnaie citoyenne locale aux acteurs locaux. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu baisses le besoin de gasoil. Ils n'ont plus d'assurance à payer. Ils n'achètent plus de gasoil. Ils ont maintenant un véhicule en partage qui permettent de mutualiser, enfin, qu'ils vendent, parce qu'on n'a pas encore acheté, là, c'est tout récent. Ça. Et donc, du coup, on a réinjecté, si tu veux, on a retransformé ce trop-plein d'abeilles en activité qu'on va pouvoir maintenant acheter en abeilles, et donc qui va permettre d'écouler les abeilles qui viennent. Et là, par exemple, on est en train de créer une épicerie avec des producteurs bio. Et donc, du coup, maintenant, on a une petite épicerie dans laquelle les gens peuvent venir acheter leurs produits. Et progressivement, la quantité d'abeilles en circulation augmente au fur et à mesure que la production locale arrive à son terme. L'objectif, c'est qu'à la fin de l'expérimentation, on arrive à écouler par habitant 1 € de plus que le seuil de pauvreté en location d'appartements et de maisons, en location de véhicules en partage, en achat d'énergie renouvelable, de potabilisation d'eau, de phytoépuration et de tout ce qu'on a besoin sur les fonctions de base. Ça correspond à peu près à 85% d'un revenu de base, c'est-à-dire à peu près 650 €. Ce qui n'est pas non plus trop gros, hein, entre… Ça va, j'ai répondu à ta question, ça paraît clair? Oui. On va tenir non, il ne faut pas, justement. Vous pouvez venir nous voir si vous voulez, mais on ne pourra pas accueillir tout le monde. Alors, Michel, Christophe, Nadia et Thomas. Moi, je suis habitant d'une commune rurale de 1000 habitants environ, avec des communes qui jouent un rôle d'initialisation des crédits, ma question est double. Il y a les personnes qui sont motivées, parties, est-ce qu'ils sont non, et 2, comment vous intégrez la population via j'ai compris que c'était une socialisation via un contrat, mais je n'ai pas bien compris quelle forme de contrat. Est-ce que c'est signer une charte, est-ce que c'est devenir adhérent, que tout le monde devient adhérent parce que tout le monde est habitant, etc. Tout ça, ça m'intéresse parce que nous, on a beaucoup de mal, on a quand même des points qui sont liés à la population qui a une tradition, parfois des histoires un peu lourdes de comment on est envahi, parfois. Voilà. Ouais, c'est une super question, mais ça nous a pris, on est arrivé en 2015. Donc, il y a eu des panneaux non à l'éco-hameau, une pétition qui a été signée par un voisin qui est allé voir un par un tous nos voisins en disant mais on ne pourra plus laisser les portes ouvertes. Donc, du coup, quand on est arrivé, on était vraiment des parias, quoi. Hein. Enfin, pour certains, hein, mais qui avaient beaucoup d'influence.
Et on a dit, nous, on ne peut pas répondre parce que si on répond, de toute façon, on sera fortement perdant puisqu'on n'a rien à montrer. Donc, nous, on s'est vraiment calé, encore une fois, et qui domine la fonctionnalité de la coopération, on s'est calé sur le besoin, sur les valeurs d'usage. C'est-à-dire de quoi le territoire avait besoin. Et comme par hasard, le territoire, il avait besoin de choses qu'on pouvait produire. Il avait besoin d'un réseau de distribution en circuit court. On a commencé à organiser des marchés bio avec des producteurs locaux qui étaient obligés de se déplacer pour aller vendre leurs produits sur le marché. Donc, on a organisé régulièrement, tous les 3 mois, un marché bio. Au début, il y avait 15 producteurs et 15 consommateurs. Nous, avec les 15 producteurs. Et puis, au fur et à mesure, on est passé de 15 à 30, de 30 à 100, de 100 à 200, de 200 à 300. Et aujourd'hui, quand on fait un marché bio, on a 300 personnes. Ce qui nous a permis, dans un deuxième temps, maintenant, une fois qu'on a acquis cette notoriété, de créer une coopérative de distribution qui s'appelle la Covitiel, qui est en train de mettre en place un site internet avec 150 produits et qui va générer des paniers bio que les gens vont pouvoir venir directement acheter à la ferme ou se faire livrer directement à la maison s'ils veulent, par exemple, s'ils ont des difficultés de mobilité, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de mobilité dans ce territoire. Pareil pour les élus locaux. Au début, les élus locaux, ils nous ont regardés comme des extraterrestres. Et puis, tous les 15 jours, ce qu'on a fait pendant 2 ans et demi, on a organisé ce qu'on appelle des événements éco-nature sur notre ferme. On a passé un partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine, avec le département, avec des donateurs. On a créé une formation de 3 mois et demi pour construire un habitat léger autonome. On l'a fait en partenariat avec Pôle emploi, avec la mission locale. Donc, 6 personnes de terrain ont été formées et 6 personnes du territoire en partenariat avec la mission locale. Et du coup, des élus ont commencé à venir voir ce qu'on faisait. Et autour de ces habitats légers, pendant 1 an et demi, avant qu'on nous oblige de les démonter, parce qu'il y avait un souci avec, on en parlera peut-être. Et donc, on a organisé tous les 15 jours des ateliers sur la terre, l'eau, l'énergie, les monnaies locales, leur une base, la gouvernance partagée, voilà, et tous les éléments constitutifs de notre travail. Et là, il est venu à chaque fois une quarantaine de personnes, à chaque fois, tous les 15 jours, dans lequel tu avais des élus, des habitants locaux. Et au fur et à mesure, les élus ont dit, mais attends, mais c'est super ça. Et puis les habitants, ils ont dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il nous raconte le vieux là? Mais c'est pas du tout des hippies qui fument des cigarettes connues toute la journée. Ils se sont bien rendus compte qu'on apportait de la valeur, d'autant plus qu'à la fin de nos ateliers, on organisait un repas partagé avec des producteurs locaux. Et donc, les producteurs locaux venaient avec leurs produits locaux et on réalisait des repas qu'on offrait ensuite en participation libre et consciente aux gens qui venaient. Donc, du coup, progressivement, on s'est inscrit dans les territoires comme un acteur. Ça a pris du temps. Et donc, il y a un panneau qui a été démonté. Le second, il va être démonté dans pas longtemps. Il y a encore une personne qui a encore son panneau. Et progressivement, on a acquis une certaine, une meilleure réputation, ce qui nous a permis de commencer à rencontrer des élus locaux. Puis tous les mois, on fait des visites pour présenter le projet. Il y a 4 mois, il y a un élu de la communauté de communes qui est venu, qui a entendu parler du projet par une personne qui lui a dit, voilà, mais ce projet est super, venez nous voir. Du coup, il s'est dit, je vais venir voir. Il est venu, il est resté toute la journée. Et quand il est reparti, il nous a dit, parce que la communauté de communes, elle était vraiment contre le projet au départ. Non, mais contre, vendez-vous. Et là, il a dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous ne travaillez pas avec nous. Vous faites ce que nous, on n'arrive pas à faire. Et donc, il en a parlé au président de la communauté de communes, qui a accepté de nous recevoir. Et depuis qu'on l'a reçu, le président de la communauté de communes, maintenant, ça y est, et il ne s'est pas opposé à la construction du centre de formation qu'on a eu le permis de construire à Frentel. Et donc, on voit le travail de Ah, c'était quoi? Merci, pardon. Alors, pour l'instant, c'est des adhérents. Mais là, on rentre maintenant dans la deuxième partie du projet, donc qui est un projet fondé sur une société coopérative d'intérêt collectif. Donc là, les bénévoles qui vont vouloir partager sur le quartier rural, ils devront prendre des parts sociales dans la société coopérative d'intérêt collectif. Pas beaucoup, c'est 20 € la part sociale. Mais l'idée, c'est que dans la société coopérative d'intérêt collectif, on aura des bénévoles, des habitants, des élus, des entreprises, des associations, des partenaires financiers, donc donateurs ou investisseurs, et des universitaires, des chercheurs. 3 questions. La première, c'est sur les monnaies locales. La monnaie, elle respecte la législation. Ah, vraiment, à 100%. C'est fondé sur l'abeille. Ah, mais justement, c'est là où on change un petit peu. C'est que, alors, oui, je me doute. C'est qu'en fait, si tu veux, ce n'est pas le fonds de garantie qu'on investit. Comme j'ai dit, on collecte des fonds, tu vois, on collecte des fonds. Alors, dans plusieurs sociétés, en fonction de la destination des fonds et de l'origine des fonds. Quand c'est des fonds défiscalisables, on les collecte sur la coopérative Oasis, qui peut défiscaliser à hauteur de 18% les investissements d'une personne. OK ?
Quand c'est des donations, ça se fait à travers un fonds de dotation qui s'appelle Solidarité pour un développement humain, qui permet de défiscaliser à 66% pour les personnes privées et 60% pour les entreprises. Et donc, de ces deux fonds, ensuite, on abonde à des activités économiques ou pas, marchandes ou non marchandes. Et là, ça va tomber soit au capital des structures marchandes, soit dans ce qu'on appelle les fonds associatifs des structures non marchandes. Et c'est à partir de là qu'on va décider soit de transformer ça en monnaie citoyenne locale. Donc, par exemple, l'association Terra, en fonction de ses possibilités, va recevoir des fonds du fonds de dotation et elle va dire, par paquet de 12 000, moi, je vais mettre en circulation des revenus d'autonomie en abeilles. Et là, il n'y a pas de problème. On amène ce fonds, on le verse à Agir pour le vivant, qui le met en garantie dans son fonds de garantie et qui nous donne la monnaie citoyenne électronique qui correspond sur une autonomie pendant 12 mois. À ces sous-là, alors ils sont effectivement sur un compte bloqué, un compte d'épargne classique. Et par contre, les mêmes sous qu'on va recevoir, mais qui là, on veut investir dans l'appareil de production, alors à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on le met sous forme d'investissement au capital des entreprises de l'écosystème, sur lequel les investisseurs reçoivent 2%. Et donc, soit ça se fait au capital directement, soit ça se fait en compte courant. Il y a une part qui va aller au capital et une part qui va aller en compte courant. Et on rémunère à 2% le compte courant, comme on a le droit de le faire dans toute société Et après, avec ce compte courant, on va alimenter des investissements. Là, ça peut être l'achat de la construction d'une maison qu'on va ensuite louer avec la SCI. Ça peut être l'investissement. Là, on investit quasiment 100 000 € dans les activités économiques de l'Artel sur la partie alimentation. Et donc là, c'est aller dans la COP du Tilleul pour toutes les activités économiques de production. Et là, la COP du Tilleul, elle a reçu des sous de l'association Terra qu'elle a mis à son compte courant. Et là, donc, l'association Terra, elle a des titres de participation dans la coopérative du Tilleul. Une autre question, est-ce que tu limite la taille critique pour ce projet-là? Quel nombre d'habitants, en fait, vous avez fait des simulations? Oui, alors là, notre business plan aujourd'hui, alors on est en train, là, cette année, on va vraiment l'affiner maintenant au centime près avec notre cabinet d'experts comptables. Mais là, aujourd'hui, c'est ce que je vais vous montrer, il faut à peu près une trentaine d'habitants. Il faut qu'au moins 66% de ces habitants produisent de la valeur, dans le sens de force de vie, donc de richesse réelle, pas de la valeur monétaire, mais de la vraie valeur. Il faut qu'on ait à peu près un quart de l'exploitation sous forme de revenus passifs, donc de loyers qu'on perçoit, qui vont être ensuite redistribués sous forme de revenus de base plutôt que de remonter sur les marchés financiers. Et il faut qu'à peu près, on ait 1 200 000 € de chiffre d'affaires par an en mode d'exploitation pour verser 30 revenus d'autonomie d'€1 supérieur au seuil de pauvreté, sachant que pour le reste, va se rajouter après les revenus d'activité au-dessus. Moi, je parle pour verser inconditionnellement à 30 habitants 1 € de plus que le seuil de pauvreté, à 85% à monnaie citoyenne locale, il faut à peu près 1 200 000 € de chiffre d'affaires. C'est ce qu'on a calculé aujourd'hui. Dont un quart devra être, c'est important, sous forme de revenus passifs, sinon ça ne marche pas. Puisqu'il s'agit de récolter en fait ces revenus passifs pour en faire des revenus actifs avec des revenus autonomie et pas que ça devienne des revenus financiers. Alors, sur la partie modèle économique et financier, il faut attendre encore un peu parce que pour l'instant, c'est des documents de travail et on n'est pas encore, on ne veut pas diffuser des documents sur lesquels on n'est pas. Même aux adhérents. Non, là, on est encore dans notre laboratoire. Par contre, ce document-là que je vous donne, là, je vous laisserai, celui-là, il est validé. On peut travailler dessus, vous pouvez regarder. Une dernière question qui a déjà partiellement répondu. En fait, moi, ces changements-là, c'est aussi un changement sur quoi, sur les gens? Énorme. Moi, je fais partie de collectif là-dessus et je me pose la question de la connaissance. Alors, je ne vais pas dire éducation, tout le monde pas trop, mais la partie connaissance, la formation, comment. Là, j'ai vu que vous avez appris des formations sur ce dont vous aviez besoin. Mais si, par exemple, dans le collectif des enfants qui veulent faire autre chose, partir faire leurs études et tout, vous l'appréhendez, ça? Alors, pour nous, encore une fois, le revenu d'autonomie, ce n'est pas un revenu, maximal. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'écosystème assure les besoins fondamentaux de tous les habitants du lieu, de la naissance à la mort,
Et donc, au-dessus de ce revenu de base, peut se construire des revenus d'activité supplémentaires, à la fois à l'intérieur de l'écosystème coopératif, donc dans le quartier rural, mais aussi sur tout le territoire, et voire même à l'extérieur du territoire. On n'est pas en train d'aller regarder ce que les gens... on n'est pas là pour limiter les activités lucratives des gens. Par contre, ce qu'on ne prendra pas en compte, c'est si une personne gagne 3 fois un revenu de base, à peu près un peu plus de 3 000 € par mois, on est parti là-dessus pour avoir un seuil. Est-ce que ce sera 4, est-ce que ce sera 5, on ne sait pas encore, mais c'est l'idée en tout cas de limiter. Ça veut dire qu'au-delà de 3 fois un revenu de base, et que la personne ait gagné ça, quelle que soit la forme qu'il a gagné, ben nous, on considérera que le revenu de base, donc c'est-à-dire le 4e finalement qui monte au-dessus, eh bien, on demande à la personne de le réinvestir dans l'écosystème coopératif à 100%. Voilà. Mais par contre, les gens peuvent tout à fait gagner plus s'ils veulent. Nous, ça ne nous gêne pas, bien au contraire. S'ils le font dans le respect des humains et de la nature, on n'est pas contre le fait que les gens gagnent plus d'argent. On est contre le fait que les gens n'en aient pas ou qu'ils en gagnent en détruisant les humains et la nature. C'est tout à fait la même chose. Ah, t'es adhérent de ça. Bienvenue. Moi, j'ai 2-3 remarques. Donc, nous, on accompagne. Je crois que c'est moi, je trouve que c'est super intéressant de s'appuyer à une analyse de recherche. Et de partir aussi de la recherche. Et quand on dit recherche, pour moi, c'est un chercheur. C'est quelqu'un qui cherche, qui se revend, qui dans cette politique-là, c'est pas juste d'être et il conçoit des choses, ça s'expérimente, on voit ce que ça donne, etc. Et je pense que c'est fondamental dans tous nos projets et cette dimension de recherche qui soit incluse là-dedans, parce qu'on ne voit pas comment on peut faire autrement en utilisant les mêmes méthodes, outils, concepts qu'ils mettent dans le. Donc ça, c'est. Voilà, moi je relève ça dans ce que tu as dit. Et puis, je trouve très intéressant aussi comment ça a bougé la façon dont tu présentes les choses, parce qu'on voit bien que c'est très structuré, ton propos, ta pensée, que tu as mis en place. Non, mais on voit bien quand même qu'il y a des petits apports, il y a des concepts, tu t'appuies sur des concepts, notamment du communauté. Et c'est intéressant comment tu fais l'écosystème coopératif, la réflexivité, la solution intégrée. Moi, c'est nouveau quand je t'entends. C'est très intéressant et comment ça chemine comme ça et ça s'approprie. Et je pense que c'est en ça qu'on est complémentaires dans le travail qu'on fait et ça fait très plaisir. Ensuite, donc nous, on intervient un peu, on est là pour accompagner l'organisation de la production. Et donc, de voir un peu par rapport à des principes, quand ça se confronte au réel, c'est quoi par exemple. Et est-ce qu'on y arrive, est-ce qu'on n'y arrive pas, comment on met en place le maraîchage, comment on met en place la question d'habiter, avec qui, avec quoi, pourquoi, comment. Et donc, on s'est colté au truc que les gens avaient l'impression qu'ils ne travaillaient pas. Ils n'avaient pas de salaire, ils n'avaient pas de revenus à l'époque. Le revenu, c'était même pas, non. Voilà. Il n'y avait pas de revenus, il y en avait pas au début. Voilà. Donc, il y a cette notion. Et puis alors, travail au secours. Parce que c'est des gens qui étaient là, justement, beaucoup qui sont arrivés à terrain parce qu'ils ont eu des très difficiles. Là, des choses qui n'étaient pas cool, quoi. Donc, la question du travail, on ne peut pas en entendre parler. Et en même temps, ils n'arrêtent pas de bosser toute la journée. Donc, on a fait tout un travail avec eux là-dessus. En fait, je trouve, moi, qui est ce dont je suis le plus contente aujourd'hui, à partir de leur expérience réelle, de ce qu'ils font, où en fait, on a créé des espaces où ils parlent de leur expérience, du travail, et ça donne à la fois, c'est un espèce de reconnaissance incroyable. Finalement, tout le monde écoute ce que l'autre fait, alors qu'ils ne le savaient pas trop. À la fois, ils apprennent de ce que l'un et l'autre fait. Ils disent, mais purée, tu fais ça, c'est incroyable, et moi, je t'apprends. Ils se font des trucs. On voit et on repère tout de suite les besoins en coopération. Finalement, moi, je pourrais faire ça avec toi, tu pourrais faire ça avec l'autre, voilà. Donc, et ça fait santé. Parce qu'on a trouvé des gens très épuisés, fatigués. Justement, ils font plein de trucs,
Mais voilà, et le fait qu'il y ait un espace de reconnaissance, ben, ça fait santé et ça enlève un peu de fatigue. Et ça, je trouve que c'est très important, ces espaces-là. Mais en même temps, c'est aussi des espaces où on évalue ce qu'on fait. Parce que la question de l'évaluation, dans ce genre de projet, c'est comme la recherche, pour moi, c'est-à-dire quel dispositif on a d'évaluation, à la fois ce que tu disais sur comment par rapport aux objectifs, par rapport aux objectifs sur les questions environnementales, mais aussi par rapport aux personnes, comment ce projet, on développe de la coopération, parce qu'on sait que la coopération, on ne coopère pas, on ne va pas tout faire avec le projet, comment ça fait santé pour les gens, comment ils se développent. Voilà. Donc, il y a dans le projet, là, la question de l'évaluation. Et puis, du coup, tout ça, ça redimensionne cette notion de modèle économique. Et dans le modèle économique, on voit bien qu'il y a une partie sur comment on fait rentrer l'argent, comment il circule, comment on investit, comment on reverse un revenu, etc. Donc, on pourrait appeler un modèle d'affaires. Mais il y a aussi, il y a aussi toute une partie autour de la valeur réelle qu'on produit. Et ça, en général, non, jamais. On parle que de business model. Et là, je pense que c'est très intéressant qu'on réintègre cette notion de la valeur réelle des produits, l'offre, la proposition de valeur, comment on prend en charge les externalités, comment on s'appuie sur des ressources matérielles. Tout ça, ça fait partie du modèle économique, plus toute la question de l'institutionnel, c'est-à-dire le fait qu'on s'appuie sur des cycles, on fait des coopératives, et que c'est tout ça, en fait, changer le modèle. C'est prendre en compte ces trois dimensions. Et puis le dernier point que je voudrais dire, parce que je trouve ça super sympa, et c'est pour ça que j'étais en réunion tout à l'heure, pendant une heure, c'est qu'en fait, l'expérience de terrain, quelque part, elle diffuse sur le territoire, mais pas avec juste des acteurs. Et il y avait notamment une productrice, Sandrine, qui est venue à une réunion et qui a été touchée par le discours, par le travail qu'on faisait sur notamment parler des limites du modèle actuel. Et elle a été personnellement touchée. Elle a dit, c'est ça que je ne savais pas le dire, mais c'est ça que je voudrais dire, ça me fait du bien, etc. Et elle fait partie du bureau d'une coopérative agricole bio du Sud-Ouest. Elle a organisé une réunion avec le président du bureau, tout ça. Donc, voilà, c'est quoi? On a commencé à parler à Terra. Et ils sont maintenant, ils ont envie d'avancer là-dessus. Là, il y a une réunion pour organiser la coopérative de demain, leur coopérative de demain dans cette réunion-là. Et l'idée, c'est qu'ils ont besoin de plus de services. Et moi, mon idée, c'est comment Terra peut être là en apport de services et proposer des choses par rapport à cette coopérative. Excusez-moi, je suis vraiment obligé de partir. Encore mille merci. Merci à toi, Patrick. Que tous les terrains du monde te donnent la main. Et merci à toi, Patrick, pour toute l'inspiration. Voilà, donc et on a aujourd'hui sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine 2-3 actions comme ça avec la presse, avec les actions dans lesquelles moi j'embarque des actions où eux ils m'embarquent, et en fait on est en train de faire voilà, des petites touches, des petites touches à partir de on est très sorti. Des quoi, par exemple. Ah bon. Et fait aussi sentir que ces valeurs, c'est une question qui est en mesure 10 ans. Hein.
Et je sais pas. Ouais. J'ai pas vu que la place des fondations. Oui. Bon, peut-être qu'on utilise des instruments basiques. Comment c'est pas forcément. Alors moi j'ai une vision. Alors justement, alors moi j'ai là-dessus j'ai une doctrine, c'est la mienne, c'est que c'est pas leur argent. Point final. C'est notre argent. Voilà. Et moi je préfère qu'une fondation défiscalise en permettant à un projet de quartier rural autonome de se développer, qu'elle aille défiscaliser dans d'autres fonds éthiques qui ne le sont pas éthiques. Donc moi, je pense que, alors, si on reprend cette histoire de greenwashing, je vais dire un truc qui va peut-être se choquer, moi, je m'en contrefous. Parce que cet argent qu'ils me donnent, il les diminue et nous augmente. Quel que soit l'usage qu'ils en feront, s'ils nous donnent de l'argent, d'abord, ça veut dire qu'ils sont obligés en quelque sorte de le faire, et moi, ça m'intéresse. Ça veut dire que s'ils nous donnent cet argent, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire autrement que nous le donner, ne serait-ce que pour la réputation. Et donc, du coup, ils nous donnent un petit peu de ruisseau, tu vois, ça ruisselle. Et nous, avec ces ruisseaux, on va faire des rivières, des fleuves et un nouvel océan. Et alors, par contre, après, il y a une limite, déontologique qu'on s'est fixée. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir non plus n'importe quelle fondation, on ne va pas voir n'importe quelle entreprise, on va quand même voir des entreprises avec lesquelles, même si ce n'est pas parfait, on a un minimum d'acquaintance. Et donc, par exemple, on a eu une proposition il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, moi, j'étais contre, mais bon, ce n'est pas grave, parce que moi, je suis un peu plus tolérant, mais ça me va. Et donc, par exemple, il y avait je crois que c'était Vinci qui voulait nous filer 20 000 €. Et donc, je connaissais bien, parce qu'on a travaillé avec Vinci à l'époque. La fondation, hein, pas Vinci. Moi, la fondation Vinci, c'est pas Vinci, c'est pas la même chose. Et donc, ils nous l'ont proposé, 20 000 €. Et on l'a soumis à notre board, et là, on a dit, oh, si, c'est pas possible. Donc, on n'a pas pris les 20 000 €. Donc, c'est démocratique. Et donc, à chaque fois qu'on a des nouveaux investisseurs, on les soumet en fait aux personnes et on décide si oui ou non on les prend ou pas. Mais par contre, pour nous, ça la défiscale. Pour nous, on pense que les fonds éthiques, c'est 345 milliards qui vont dans des endroits absolument abominables. Je vous invite à consulter le rapport de financité.fr, là, une structure belge qui a fait une étude sur les fonds éthiques. Et moi, j'aimerais bien quand même connecter avec ces gens-là. Et tu vois, un exemple, il n'y a pas longtemps, il y a un mec qui est géomètre, qui a entendu parler du projet par son gestionnaire de fortune, qui lui-même a entendu ce projet par une personne de Terra qu'il connaissait. Il est venu nous voir, ce gestionnaire de fortune. Il a dit, mais moi, j'ai des clients qui veulent besoin de défiscaliser. Si vous voulez, je vous mets en relation avec eux. Et du coup, il nous a mis en relation avec lui. Et là, il va nous filer 10 000 € de défiscalisation. C'est un cabinet de géomètre. Oui, c'est vrai, il fait des autoroutes. Oui, il fait des routes. Et alors, je préfère qu'il défiscalise ces 10 000 € dans notre projet, un projet local qui va construire un quartier rural autonome en plus, que qu'il le mette ailleurs. Et là, des exemples comme ça, j'en ai plein. Il y en a un autre là qui nous a filé 15 000 €. Pareil, il est informaticien. Il a fait une bonne année. Il se dit, moi, j'ai envie de vous les filer, et tant mieux. Parce que là, il y a quand même une source de financement qui est vraiment énorme. Hein. Il va falloir qu'on mais j'ai répondu, non, là? Après, si vous voulez, on pourra vous parler du fonds de notation. Oh merde. Bien la fondation Massif. Ah oui, c'est super. Et tu connais quelqu'un? Oui, je fais partie de cette Massif. Eh bien, écoute, on échange nos coordonnées et on ira les voir avec plaisir. Ils ont délégué des sociétés à mes c'est génial ça. Et je viens de